Choisir un master lorsqu'on a une licence de philosophie, c'est à la fois faire le choix de la continuité, parce que un master va vous permettre d'approfondir à la fois vos connaissances, votre culture philosophique, et en même temps compléter les compétences que vous avez déjà développées, qui ont été bien résumées en introduction et qui font des philosophes des personnes appréciées pour leur qualité de réflexion et de rédaction. Mais c'est aussi pas simplement dans la continuité, il y a un changement lorsqu'on s'inscrit en master par rapport à la licence. Le grand changement est que vous allez être formé à la recherche et par la recherche, puisque vous allez devoir proposer une réflexion personnelle, originale, sur des sujets, et sous la forme du mémoire de recherche, qui est vraiment la grande différence entre les masters et la licence. Ce mémoire de recherche se fait sur 2 ans. Donc il faut penser votre master de philosophie, comme d'ailleurs tous les autres masters, sur 2 ans. C'est vraiment le 2e cycle. Et il faut penser, y compris dans le choix de votre sujet, à la 2e année, dès la 1re année. Et donc, ça forme un tout. Et cela vous explique l'architecture que nous avons décidée pour l'offre de formation. Alors, on a une offre de formation en philosophie qu'on appelle en Y. En Y, ça veut dire que la 1re année, le Master 1, est commun à l'ensemble des étudiants de philosophie. Il n'y a qu'une seule filière, la M1 de philosophie générale. Pour vous donner un petit peu des chiffres, en 2013-2014, le nombre d'inscrits en M1, ici, à Lyon 3, était de 67. Vous êtes rarement 67 en cours, entre effectivement les dispensés d'assiduité, entre le choix de différentes options possibles, les classes sont plus réduites, mais on tient à ce qu'il y ait encore une formation commune, un tronc commun pour l'ensemble des étudiants avant qu'ils se spécialisent sur des thèmes et des objets plus particuliers ou sur des périodes plus particulières, ce qui ne se fera qu'en M2. Et donc la bifurcation et la spécialisation se fait en M2. Elle ne se fait pas tout de suite en M1. On pense qu'effectivement, il faut d'abord avoir une initiation à la recherche et par la recherche tous ensemble, parce qu'il y a évidemment des compétences transversales, quelles que soient vos disciplines, quelles que soient vos spécialités, et c'est ensuite qu'on peut se spécialiser du point de vue du champ d'objet ou du domaine d'étude. Donc vous avez un tronc commun, vous êtes tous ensemble en M1, et ce n'est qu'en M2 que vous vous spécialisez plus fortement. Alors, il y a, je crois, on peut distinguer, on a une grande offre de master, on a 5 spécialités différentes. Donc je pense que chacun pourra trouver son compte dans un M2 en philosophie à Lyon 3. Et nous avons, je crois, 2 grands types de Master 2. Donc ça, c'est le Y. Vous avez le Master 2, Histoire de la philosophie. Et le Master 2, Philosophie contemporaine. Alors je vais vous redonner des informations réactualisées par rapport aux plaquettes, parce que les responsables ont un peu changé. Jean-Jacques Vunen-Bourget a pris une retraite bien méritée, et donc il n'est plus responsable de la M1, contrairement à ce qui est écrit sur vos plaquettes. C'est dorénavant Isabelle Delplat qui est la responsable. Le responsable de l'histoire de la philosophie est Bruno Pinchard, comme c'est écrit sur les plaquettes, mais il y a un co-responsable cette année qui assure un tuilage avec Bruno Pinchard et qui est Maï Lecoine. Et Maï Lecoine sera responsable plein temps du Master 2 Histoire de la philosophie à partir de l'année prochaine, donc ce sera pour vous votre interlocutrice. Pareil pour Master Philosophie contemporaine, c'est Thierry Gontier qui est l'actuel responsable, mais je suis co-responsable cette année, et j'assure le tuilage, et l'année prochaine, ce sera donc moi qui serai également votre responsable, donc vous pouvez d'ores et déjà m'avoir comme interlocuteur et me poser des questions si la philosophie contemporaine vous intéresse. Alors, quel est le lien entre ces 2 masters et quelle est leur différence ?
Le lien, c'est que ça reste des masters de philosophie généralistes, au sens où vous aurez encore des cours de philosophie morale, de philosophie politique, de philosophie de l'art esthétique, de philosophie des sciences, des cours sur auteur. Et donc, il n'y a pas de spécialisation sur un champ de la philosophie en particulier, comme l'éthique ou comme l'esthétique, ni sur un objet particulier. Ce qui différencie ces deux masters, c'est donc la période de référence. Histoire de la philosophie, c'est l'ensemble de l'étude de la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle à peu près. Et philosophie contemporaine se veut évidemment concentrer sur les questions, les concepts, les auteurs, les traditions de la philosophie contemporaine, c'est-à-dire du XXe et XXIe siècle. Donc vous faites un choix ici en M2, plutôt en histoire de la philosophie, plutôt en philosophie contemporaine, mais les deux masters restent des masters généralistes, puisque l'ensemble des sous-champs disciplinaires sont abordés. Il faut réfléchir votre master sur 2 ans, même si la première année est commune, à savoir que si vous êtes plus intéressé à la philosophie antique, par exemple, qu'à la philosophie contemporaine, votre sujet de master 1, devrait normalement être déjà en philosophie antique. Vous voyez, parce que en réalité, votre mémoire de master, c'est un mémoire global M1, M2. Le mémoire de M1 est un mini-mémoire d'une 40aine de pages, qui est une étape préalable pour la rédaction du véritable mémoire de M2, qui sera d'une 100aine de pages à peu près. Donc il faut le penser dans sa globalité, donc il faut déjà penser à la M2 quand vous êtes en M1. Quand vous êtes en M1, il faut déjà réfléchir à votre orientation en M2 possible. Le point commun de ces deux masters, c'est qu'on les conseille de manière privilégiée pour ceux qui ensuite veulent passer les concours de philosophie, à savoir agrégation et CAPES. Alors, l'agrégation se passe en Bac plus 6, donc il faut avoir un master complet pour pouvoir s'inscrire à l'agrégation. En revanche, le CAPES peut se passer dès que vous avez une licence. Donc vous pouvez vous inscrire au CAPES en M1 ou en M2, passer le CAPES. Il n'y a pas de master en philosophie spécialement dédié à la préparation du CAPES, mais il y a des cours consacrés à la préparation du CAPES auxquels vous avez droit. Il faut simplement vous signaler auprès d'Isabelle Delplat si vous avez l'intention de passer le CAPES, que je vous recommande, si vous choisissez un de ces deux masters, et vous pourrez accéder à ces cours qui sont dispensés au niveau d'agrégation, mais qui sont consacrés aux épreuves du CAPES, qui ne sont pas tout à fait les mêmes épreuves que celles de l'agrégation. D'accord ? Donc voilà pour ces deux masters qui se ressemblent parce qu'ils sont généralistes, parce que ce sont les masters privilégiés si vous voulez vous consacrer à l'enseignement notamment, mais qui se différencient par la périodisation simplement des références. On a ensuite 3 autres masters qui se ressemblent aussi et qui diffèrent des 2 autres parce qu'ils sont spécialisés sur un champ d'objets précis et sur un sous-champ philosophique précis. On a le M2 esthétique et culture visuelle, dont les responsables est Moreau Carbonet, ça ne change pas, c'est dans vos plaquettes. On a le M2 culture et santé, dont le responsable est Thierry Hoquet. Et on a le M2 éthique et développement durable, dont le responsable, comme ça a été rappelé, est Jean-Philippe Pierron, notre doyen. Alors, quel est le point commun entre ces 3 masters ? Eh bien, d'abord, ils sont inscrits dans un sous-champ disciplinaire, un sous-champ de la philosophie plus précis, à savoir l'esthétique pour le M2
esthétique et culture visuelle. Donc si vous voulez travailler plutôt dans les questions de l'art, dans les questions esthétiques, dès l'UM1, réfléchissez à votre orientation et choisissez un sujet en rapport avec l'esthétique qui vous permettra évidemment ensuite de vous spécialiser et de prendre ce M2. Le M2 culture et santé, les sous-champs philosophiques concernés sont l'épistémologie, donc la philosophie des sciences, et l'éthique. Enfin, comme son nom l'indique, le M2 éthique et développement durable se spécialise notamment, pas seulement, mais notamment en éthique. Outre cette spécialisation du sous-champ disciplinaire de la philosophie, il y a une spécialisation sur l'objet, sur le domaine de réflexion qui est abordé. Et dans le master esthétique et culture visuelle, ce sont les images. C'est la culture des images, d'où le culture visuelle du titre du master. Ce sont la réflexion sur le rôle des images aujourd'hui dans les médias, dans les arts, leur fonction, leur nature, qui est interrogée. Et donc, ça spécie, vous voyez, le master, pas simplement par rapport à la discipline esthétique, mais par rapport à l'objet et les images. Dans le master 2 culture et santé, l'objet principal, c'est la médecine. La médecine, la santé, a une place très importante dans le bassin lyonnais, historiquement. Et donc, il apparaît important d'avoir une réflexion épistémologique et éthique consacrée aux concepts biomédicaux. Quant au Master 2 éthique et développement durable, c'est effectivement de l'éthique, mais pas appliqué à n'importe quel objet, appliqué évidemment aux questions de développement durable. Ça spécifie encore une fois le M2. Donc vous voyez le point commun entre ces trois Master 2 et leur différence avec les Master 2 généralistes, où vous ne vous spécialisez pas dans l'éthique ou l'esthétique, même si vous pouvez faire bien sûr un master de recherche en éthique ou en esthétique dans le cadre de l'histoire de la philosophie ou la philosophie contemporaine. Rien n'y empêche. Deuxième point commun, il y a au second semestre de chacun de ces Master 2 un stage, ce qui n'existe pas ici. Et donc un contact avec des milieux professionnels extérieurs au champ académique. Ça peut être un stage au Musée des Beaux-Arts dans le M2 culture visuelle, un stage dans les milieux médicaux pour culture et santé, évidemment toute la palette des stages qui sont dans votre plaquette pour éthique et développement durable, que ce soit dans les collectivités ou dans les entreprises. Un stage, ça veut dire un rapport de stage, en plus du mémoire de recherche. Ça veut dire également qu'il y a un lien et une implication d'intervenants extérieurs à la faculté de philosophie dans chacun de ces trois masters. Ça peut être des personnels hospitaliers, ça peut être un cours de droit sur l'art et la culture, sur les institutions de l'art et de la culture, et c'est aussi toutes les interventions des professionnels, les conduites de projet, et tout ce qui vous sera expliqué bien mieux que moi par Claire tout au long de cette journée dans le cadre de l'éthique et développement durable. Ça veut dire aussi que vous êtes mélangés dans ces trois Master 2, vous qui venez d'une formation initiale en philosophie, avec des étudiants qui n'ont pas forcément fait un cursus en philosophie. C'est le cas notamment, c'est moins le cas en esthétique et culture visuelle, mais c'est le cas notamment en culture et santé, éthique et développement durable, où effectivement il y a des étudiants qui viennent du milieu hospitalier ou des entreprises ou des collectivités et qui enrichissent évidemment à la fois l'ambiance et puis les interrogations sur les objets qui sont ceux traités par ces différents masters. Alors, seul le Master 2 éthique et développement durable est considéré comme un master professionnel. Les autres sont des masters considérés comme recherche. Mais en fait, c'est une distinction qui tend à être abolie aujourd'hui. L'effet pratique, la conséquence pratique, c'est qu'à partir de chacun de ces 5 masters, vous pouvez vous inscrire en thèse, en doctorat. Ce qui se fait donc en bac plus 6. C'est un des débouchés possibles, évidemment, c'est-à-dire là, la recherche
des études après le master, et l'ensemble des 5 spécialités présentes à Lyon 3 vous permet de vous inscrire en doctorat. Ça n'est pas automatique, c'est examiné par une commission et par l'école doctorale. École doctorale dont le responsable est Bruno Pinchard. En lien avec notre équipe de recherche, qui est une équipe d'accueil des doctorants, donc les doctorants sont considérés comme membres de l'équipe de recherche, qui s'appelle l'IRFIL, à savoir Institut de recherche philosophique de Lyon, et dont le responsable est Thierry Gontier. Mon tableau ne serait pas complet sans mentionner les 2 secrétaires qui sont entièrement dévoués à la gestion et l'administration de ces 2 masters, à savoir Sylvie Debaille et Sandrine Baroun, évidemment sous l'autorité de Christian Chirouz, notre responsable administratif. Je mentionne donc Claire Harpé comme coordinatrice du Master 2 éthique et développement durable, et je crois que là on a un tableau à peu près complet de l'ensemble de l'offre de formation du Master, à la fois dans ses grands choix et en même temps dans sa grande unité qui est fait que tout le monde, ou en tout cas une grande partie, passe par un M1 qui permet d'avoir une culture commune et une initiation à la recherche. Voilà. J'ai fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions, je ne sais pas si les questions sont maintenant ou... Si on peut avoir une session de questions. Oui, je ne vous ai pas dit, du point de vue des effectifs, ça s'équilibre, chacune des spécialités compte en moyenne à peu près une vingtaine d'étudiants. Donc il y a 20 étudiants après par Master 2. Oui, du coup, voilà, parfait. De toute façon, vous allez retrouver dans les plaquettes le descriptif précis de chacun des masters. Je vais juste vous donner l'architecture globale pour orienter un peu vos choix. Est-ce qu'il y a des licences 2 dans la salle? Oui. Alors, quand vous, et si vous arrivez en master, il risque d'y avoir des petits changements parce que nous devons renouveler notre contrat avec l'État, c'est le contrat qui habilite nos formations, et nous sommes en phase de contractualisation, ce qui veut dire que les nouveaux contrats, et donc notre nouvelle offre de formation, commenceront en 2016, au moment où vous arriverez en master. Et donc, il risque d'y avoir des légers changements. On va essayer de maintenir notre architecture, en réalité, voire de la renforcer. Et il y aura peut-être des différences de dénomination, mais il n'y aura pas de différence fondamentale dans l'offre de formation. Donc, ce que je vous dis là, je pense, et j'espère, restera valable dans 2 ans. Et de toute façon, on refera une réunion l'année prochaine, on en saura plus parce qu'on est vraiment dans le processus de construction des nouvelles formations. En tout cas, pour les licences 3 d'aujourd'hui, c'est la formation qui s'applique. Pas de questions? Non? Bon. Tu évoquais donc la thèse, donc la possibilité d'un doctorat après ces différents Master 2. On peut peut-être juste préciser qu'en ce qui concerne le Master éthique et développement durable, vous avez la possibilité de faire des thèses avec des bourses CIFRE, c'est-à-dire un financement qui est assuré par un organisme extérieur. Donc ça, j'allais dire, c'est un petit peu la spécificité et qui renforce nos partenariats avec notamment des structures privées et qui nous permettent d'élargir un petit peu nos propositions de sujets de thèse qui soient en même temps très pratico-pratiques. Voilà. Je ne sais pas s'il en est de même pour culture et santé.
Je ne sais pas, je pense que ça doit être le cas parce que ouais, sûrement. Ouais. Je connais le cas en sociologie, donc je ne connais pas le cas précisément en philosophie, mais je sais en sociologie, c'est le cas. En sociologie de la santé, ça peut être financé par un hôpital ou par un organisme. Je voudrais pas donner l'impression que les 5 spécialités sont hermétiques, sont des blocs, y compris que là, il y a une faille centrale entre les 2 masters généralistes et les 3 masters plus spécialisés. Il y a des cours communs qui sont mutualisés plutôt entre les différentes Master 2, ce qui fait qu'effectivement, même si vous êtes en Master philosophie contemporaine, vous pouvez avoir un cours en éthique et développement durable ou un cours en culture et santé. Vous avez tout un jeu d'options qui vous permet effectivement de circuler un petit peu dans l'offre de formation et de ne pas simplement vous cantonner à une filière précise. Bon, merci pour votre intervention. En tout cas, je vous propose de poursuivre avec Pierre Poisat, qui va parler de l'entrepreneuriat. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je vais avoir besoin du micro, si je vais le garder. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Poisat. Je m'occupe à l'Université de l'entrepreneuriat. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours en 2 mots. Après, je vais vous poser 1 ou 2 questions pour savoir un peu ce que je dois vous dire, ce que je peux vous dire. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Alors, je n'ai pas fait de la philo. J'en ai fait un petit peu au bac. Je crois que mes connaissances philosophiques, elles doivent se limiter à métaphysique des mœurs, mais pas ce qu'il y avait dans le livre, juste le titre. Et j'ai fait un petit parcours où j'ai fait de la socio, de l'anthropo, un peu de Sciences Po et puis de l'économie. Et je travaille maintenant à l'université dans ce qu'on appelle un incubateur. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Après avoir créé 2 entreprises qui n'existent plus maintenant. Donc je suis là pour vous conseiller pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi et pour arriver à développer des boîtes qui fonctionnent, enfin plus ou moins. Pourquoi je suis là ici? Parce que c'est pas parce qu'on s'adresse à une université de philosophie, à une composante philosophie, droit ou lettres, langue, qu'il n'y a pas en vous des personnes qui sont peut-être intéressées un jour par développer un projet. Vous voyez que je parle de développer un projet et pas d'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très large et on va vous aider pas seulement à créer des entreprises, mais peut-être aussi à développer des postures qui vous permettront plus tard de trouver plus facilement un emploi. Alors vous avez eu tous les parcours qui vous ont été présentés et nous on essaye à travers ces parcours-là aussi d'ouvrir un champ des possibles un peu plus large. Donc voilà pour une présentation brève. Alors je vais rentrer petit à petit dans le détail et vous présenter tous les dispositifs auxquels vous pouvez postuler. Alors j'ai déjà fait dans certains masters, dans le master de Claire Harpet, mais l'information n'est peut-être pas allée jusqu'à tous les étudiants. Une petite question avant d'aller plus loin. Combien ici envisagent un jour de créer leur entreprise ou ont déjà créé une association Non, mais même si vous ne savez pas, je vous opinez, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est dans le champ des possibles? 2, 3, quand même. Ok. Alors je vais vous mettre mon adresse mail en même temps que je vous présente tout ça. Même pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés. Facile. C'est assez classique comme adresse mail à l'université. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est une nouveauté. Vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais il y a un nouveau statut qui a été lancé cette année qui s'appelle le statut d'étudiant entrepreneur. Donc avant de parler de l'incubation et de comment on peut vous accompagner, je vais vous présenter le statut. Alors là aussi, je fais un petit sondage. Qui a déjà entendu parler de ce statut ? Ah, quand même. Donc c'est ceux qui sont intéressés par la création d'entreprise aussi, c'est bien. Ou ceux que j'ai déjà vus, forcément. Donc le statut d'étudiant entrepreneur, c'est un statut qui vous permet de conjuguer à la fois vos études et votre projet de création d'entreprise. On s'est rendu compte, alors pas moi, un petit peu moi, mais pas que, qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne se lançaient pas dans l'aventure de la création d'entreprise parce qu'ils avaient beaucoup de freins qui étaient liés à leurs études.
Et quand il commençait à se lancer dans un projet, il se disait « Ah, mais j'ai pas assez de temps, je vais pas arriver à le développer. Et donc, du coup, je vais devoir soit sacrifier mon projet, soit sacrifier mes études. » Et le statut, il permet un peu de combiner les deux en vous proposant, de pouvoir faire vos stages de second semestre, vos unités de professionnalisation sur votre projet de création d'entreprise. Ce qui fait que, voilà, au lieu de vous éparpiller, sur votre diplôme, 2 sur un stage en création en entreprise et 3 sur votre projet de création, vous arrivez à combiner au moins votre stage et votre projet de création. Le deuxième point, c'est que ça vous permet, alors c'est tout neuf, donc on ne l'a pas encore fait avec des philosophes, mais il n'y a pas de raison, ça vous permet aussi de négocier avec vos responsables pédagogiques des dispenses d'assiduité. C'est-à-dire que le statut, il reconnaît que vous êtes entrepreneur, et à l'instar du statut de sportif de haut niveau, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans la faculté de philosophie, mais il vous donne en quelque sorte les mêmes droits. Non, ce n'était pas une critique, hein, loin de là. C'était juste, je m'interrogeais. Et ben, il y a des parents de 3 enfants, donc c'est encore plus contraignant que sportif de haut niveau. Mais ça, je ne sais pas s'il y a un statut étudiant parent de 3 enfants. Oui, ils ne l'ont pas encore créé, mais ça peut peut-être venir. Donc ce statut-là, vous pouvez postuler auprès de l'Université de Lyon. Et donc du coup, il y a un jury qui regarde si réellement vous êtes engagé dans votre projet et qui vous délivre le statut, qui est labellisé par notre grand ministère de l'Éducation nationale, qui dit « Ok, cet étudiant, c'est bien un étudiant entrepreneur ». Donc ça, c'est la première chose. Si un jour vous voulez vous lancer, pensez à bénéficier de ce statut. La deuxième chose, par rapport à ce statut, et là, ça peut peut-être encore plus vous intéresser, c'est de dire, vous avez fini vos études, et donc du coup, vous voulez créer votre boîte après vos études. Vous vous êtes dit pendant, c'était compliqué, mais derrière, je veux créer une association, je veux créer un cabinet de conseil en philosophie, comme on verra tout à l'heure avec Laura. Et donc du coup, là, vous pouvez rester étudiant 1 ou 2 années de plus, comme ça, vous bénéficiez encore de la Sécu. Vous pouvez bénéficier aussi de l'accompagnement qu'on vous propose dans les différentes universités et écoles. Et vous dites, après votre diplôme, là, je repostule au statut d'étudiant entrepreneur. Et donc, du coup, moyennant une inscription classique à l'université de 500 €, vous êtes accompagné encore pendant 1 an ou 2 et vous avez encore tous vos droits d'étudiant. Donc ça peut être quelque chose qui peut peut-être plus vous intéresser parce que ça se passe après vos études. J'ai fini sur le statut. Alors, vous n'hésiterez pas tout à l'heure à me poser des questions. J'ai vu que ça avait été difficile tout à l'heure. Donc, je vais vous secouer ou je vous obligerai à en poser. Comme ça, vous verrez que je ne suis pas forcément capable d'y répondre. La deuxième chose, c'est l'incubateur. Je vais vous le mettre aussi, l'adresse web de l'entrepreneuriat. Là aussi, elle n'est pas très compliquée. Donc l'incubateur, je ne sais pas si vous connaissez le site de la manufacture des tabacs. Vous avez ce qu'on appelle la rue Rollet, qui est entre le cours Albert Thomas et l'avenue des Frères Lumière, où vous avez des grandes baies vitrées, après le McDonald's, toutes les sandwicheries. Et c'est un espace de coworking où on peut accueillir des étudiants qui créent leur entreprise. On a en ce moment une quinzaine d'étudiants qui sont en train de développer leur projet et qu'on accompagne en leur mettant à disposition des locaux, des coachs, des parrains, et tout un tas de prestations en fonction de leur projet. Si vous avez besoin d'une prestation d'un avocat ou d'un comptable, eh ben on essaye de vous trouver la solution adéquate et on vous aide à financer ces prestations-là. Pour entrer dans l'incubateur, c'est un peu comme le statut d'étudiant entrepreneur, il faut candidater. C'est-à-dire qu'on va démarrer une nouvelle promotion à partir de mars, et là vous avez jusqu'à fin janvier, il y a 2 sessions de recrutement, il y en a une qui aura lieu fin décembre et une autre fin janvier, pour candidater. Donc si vous avez un projet, même si vous êtes très amont, vous pouvez tenter de candidater. Et en gros, vous aurez à partir de mars 6 mois où vous serez accompagné de manière très soutenue sur votre projet. On a des étudiants qui viennent de toutes les composantes, donc ne pensez pas que c'est un frein à votre sélection d'être en philosophie. Les 2 critères de recrutement pour que vous soyez pris dans l'incubateur, c'est 1, que vous soyez motivé, que vous ayez vraiment envie de développer votre projet, et 2, c'est qu'on ait la capacité à vous accompagner. Alors ça ne sera peut-être pas le cas chez vous, mais si vous aviez un projet d'aller développer quelque chose d'hyper technologique,
c'est peut-être pas l'incubateur de l'Université Jean Moulin qui peut vous accompagner parce qu'on n'a pas les ressources pour vous aider là-dessus. Par contre, si vous voulez développer un projet social, un projet pour monter un cabinet de conseil, ce qui est surtout le cas chez vous, ça, on peut vous accompagner. Peut-être une dernière brique aussi qui peut être intéressante pour vous, c'est qu'on organise aussi un concours qui s'appelle le concours J'aime entreprendre, qui s'appelait avant le concours Lyon 3 Entreprendre. Ça peut être intéressant pour vous de développer un projet, de vous mettre en avant. Ça montre aussi quelles compétences vous avez. Et de candidater à ce concours-là. Alors, il y a une petite dotation qui peut toujours faire du bien. Vous pouvez gagner de l'ordre de 1 000 € si vous gagnez le concours. Mais plus que ça, ça vous permet aussi de vous faire du réseau, de rencontrer des professionnels de la création d'entreprise. Et on accompagne aussi beaucoup d'étudiants qui se lancent dans la démarche entrepreneuriale et qui, plutôt que de créer leur entreprise, trouvent un emploi grâce à ça. On a beaucoup d'étudiants qui se lancent sur un projet, rencontrent des futurs partenaires, rencontrent des futurs clients et se font embaucher par l'un de ses partenaires ou de ses clients parce qu'ils ont démontré à ces personnes-là qu'ils avaient des capacités, qu'ils savaient gérer un projet et qu'ils en voulaient. Voilà un peu pour le panorama des dispositifs. Je vous propose de répondre à vos questions. Je sais qu'elles vont être nombreuses. Ou pas. Mais il y en a bien un ou deux qui vont essayer de me sauver. Ils voient que je suis... Sinon, je vais être très mal. Justement, pour faire une entreprise, par rapport à des idées, quoi. Moi, je sais qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir quelques idées et puis de me dire, mais à qui je vais en parler? Parce que dès que j'aurai parlé de cette idée, quelqu'un va s'en emparer et puis faire à ma place. Parce que ça nécessite, je sais pas, des fonds énormes sur certaines idées ou certaines compétences que je n'ai pas, ou etc., quoi. Donc effectivement, la majorité des gens que je rencontre, ils ont 3 questions. La première, c'est est-ce que je peux parler de mon idée? Il vaut mieux que je la garde, sinon on va me la prendre, ou elle demande trop de financement et quelqu'un va la développer à ma place. La deuxième question, c'est comment je fais pour avoir de l'argent? Et la troisième, quel statut je dois choisir? C'est généralement les 3 questions qu'on a. Sur la première, je vais vous rassurer tout de suite, il y a des cas qui sont très rares, qui doivent être un cas sur 1000 ou même un cas sur 10 000, où effectivement il vaut mieux garder son idée très profondément parce que il y a un risque, mais c'est souvent des cas où la création est liée à de la propriété intellectuelle. Dans les autres cas, ce qui va permettre de développer un projet et ce qui fait qu'on devient plus ou moins entrepreneur, c'est notre capacité à faire, à développer ce projet et notre capacité à ouvrir des portes. Donc à partager ce qu'on a derrière la tête et arriver à le transformer en ce qu'on appelle nous une opportunité. On se rend compte nous qu'il n'y a pas de mauvaises idées au final. C'est-à-dire que toutes les idées qui peuvent traverser votre tête, ça peut donner des jolis projets de création d'entreprise et on en a tous l'exemple. Moi je prends souvent l'exemple, il y a 10 ans, il y a des gens aux États-Unis qui ont lancé un bracelet pour tenir droit. On achetait tous des bracelets à 10 € parce que soi-disant ça agissait sur notre oreille interne avec du magnétisme ou je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, a priori il n'y avait pas grand-chose. Et ils ont vendu des millions et des millions de bracelets, il y en a peut-être ici qu'on avait acheté, je ne sais pas s'ils tiennent plus droit maintenant. Mais en tout cas, voilà, l'idée de base, là, paraissait pas forcément formidable. Et il y a des gens qui ont des super idées, soi-disant, et ça ne donne pas forcément des jolis projets de création d'entreprise. Ce qu'on fait, nous, lors du premier entretien où vous venez me parler de votre projet, c'est qu'on voit votre idée, de quoi elle ressort, et effectivement, s'il va y avoir un degré de confidentialité ou pas. On se rend compte, voilà, généralement, que ce n'est pas forcément le cas. J'ai une petite question, c'est par exemple, si j'ai envie de me lancer, mais pas tout de suite, est-ce qu'après, il y a possibilité de revenir vers vous 1 ou 2 ans après mes études ou pas du tout? Dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit, une fois que vous avez fini vos études, vous pouvez postuler pour le statut d'étudiant entrepreneur. Ce statut, il est accessible jusqu'à 3 ans après votre diplôme. Donc vous pouvez revenir m'embêter jusqu'à 3 ans après votre diplôme. Après, même si c'est dans 10 ans, alors ça sera peut-être plus moi qui serai en charge de l'incubateur, mais généralement on est là pour aider aussi les anciens étudiants et les diplômés de l'université. L'idée c'est que si vous avez un projet de création, allez taper à toutes les portes et la mienne pour les anciens étudiants elle sera toujours ouverte. Alors on pourra faire certaines choses ou pas, mais il ne faut pas hésiter. Ouais. Il y a maintenant 3 ans je crois, il y a des étudiants en philosophie qui ont créé une association, ils ont développé tout un projet associatif qui s'appelle les médiations philosophiques, qui ont créé donc un journal, qui font une série de manifestations, festivals de cinéma,
même colloques. Et donc c'était un projet qui a été couronné notamment 2 fois, qui a eu un prix national du Crous, et puis aussi l'année dernière sur le salon de l'étudiant, il y a eu un prix pour un des meilleurs projets donc soutenu par des étudiants, donc prix de l'étudiant, du journal de l'étudiant, remis par Emmanuel Davidenkoff. Donc, et ils sont toujours en demande évidemment de soutien de gens. Et donc si vous ne voulez pas vous lancer non plus dans la création d'une association, il existe déjà une association, et vous pouvez vous familiariser avec les mécanismes, comment trouver des fonds, comment faire un travail d'équipe autour d'un projet au sein d'une association qui existe déjà et qui prospère et qui développe et que nous soutenons fortement ici à la faculté. Juste pour une question qui permettra peut-être à des futurs intéressés d'y voir un peu plus clair, est-ce que un projet d'entrepreneuriat peut servir de stage professionnel dans le cadre de leurs études? Est-ce qu'on peut valider ça? Alors c'est vrai que c'est à la fois une décision que vous prenez de votre côté et puis que nous on doit valider, mais est-ce qu'il y a déjà eu des exemples? La première réponse est que oui, justement, c'est possible. La première chose, c'est soit l'étudiant postule au statut d'étudiant entrepreneur et l'obtient, et ce qui fait que de facto, il peut avoir droit à faire son unité de professionnalisation et son stage professionnel sur son projet de création d'entreprise. Et donc du coup, il ne signe pas une convention de stage en tant que telle, mais il signe une convention où il dit qu'il travaille sur son projet entre la personne qui l'accompagne, donc là, dans ce cadre-là, moi, l'incubateur, son responsable pédagogique et lui. La deuxième chose, c'est qu'il y a des étudiants qui n'ont pas forcément postulé au statut d'étudiant entrepreneur, mais qui veulent quand même le faire parce qu'ils se rendent compte que là, il y a une possibilité, il y a une opportunité, il faut qu'ils bossent maintenant sur leur projet. Dans ce cadre-là, ce qu'on fait, et je l'ai déjà fait, c'est que moi, je négocie avec le responsable pédagogique pour voir de quelle manière on peut faire que ces unités de professionnalisation, elles permettent quand même de développer des compétences qui cadrent aussi avec les attendus du diplôme. C'est-à-dire que le mémoire, du coup, ne va pas forcément se faire sur le projet de création d'entreprise, mais un des aspects qui permettra du coup de valider des compétences et de délivrer les crédits ECTS. Mais c'est tout à fait possible. On l'a fait avec des étudiants de droit, de langue, sans aucune difficulté. Je vous propose de poursuivre, de débuter le premier témoignage d'un professionnel dans le domaine de l'enseignement. Voilà, Édouard Dalcolle. Merci. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai étudié ici, je crois que c'est encore votre cas, mais je n'ai pas un parcours traditionnel pour ceux qui sont agrégés, qui viennent souvent des classes préparatoires. J'ai commencé ma première année à l'université, cette première année jusqu'à la dernière, où j'ai été agrégé. J'ai suivi tous les cours jusqu'au master que présentait tout à l'heure Stéphane Madelrieux, qui était un petit peu différent à l'époque. J'ai passé successivement la licence, ensuite le master, qui à l'époque n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai étudié l'œuvre de Platon de la première année, donc je fais mentir un petit peu Stéphane Madelrieux. Par la suite, je n'ai pas réétudié l'œuvre de Platon. En l'occurrence, il s'agissait d'une recherche sur le statut de la vérité dans la Grèce antique, parce que j'ai changé de sujet entre les deux. Je suis un très mauvais étudiant, je m'en excuse par avance. Mon témoignage perd un petit peu d'autorité de ce fait-là, puisque j'ai travaillé sur Spinoza par la suite. À l'époque, la cohérence entre les 2 années de master était un petit peu moins marquée. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se tenir à ce conseil que vous donnez Stéphane Madelrieux tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler plus spécifiquement de la préparation au concours, qui est l'une des grandes qualités de la faculté de Lyon. Si certains d'entre vous espèrent passer les concours d'enseignement, qu'il s'agisse tant du CAPES que de l'agrégation, il faut savoir que nous sommes particulièrement bien préparés ici à Lyon 3. Pour ma part, j'ai suivi, et je crois que c'est le cas encore aujourd'hui, des cours de très grande qualité, avec des professeurs qui sont extrêmement impliqués pour notre réussite et la plupart du temps extrêmement disponibles. Ce sont des épreuves qui sont pathogènes. En règle générale, elles provoquent un certain nombre d'angoisses non maîtrisées, des crises pouvant aller jusqu'à la tétanie intellectuelle, si toutefois c'est possible chez un étudiant de philosophie, les pleurs, les larmes, parfois du sang, je ne sais pas si on suit le conseil de Churchill, mais ce sont des épreuves qui sont difficiles. Il ne faut pas se le cacher. Si certains d'entre vous s'y destinent, il faut savoir qu'elles demandent un engagement total dans la réussite. Vous entendrez souvent dire « Oui, je l'ai eu, mais finalement, ai-je vraiment travaillé comme je l'aurais dû ?» Bon, non, je pense que ça fait partie d'un discours estudiantin qui est une mauvaise foi. C'est un engagement total, passer les concours, il faut le savoir. C'est un engagement total qui vous rend quelque chose. Ce ne sont jamais des années perdues. C'est aussi ce qu'on peut entendre, et c'est à cette idée-là
que je voudrais tordre le cou ce matin. Ce ne sont jamais des années perdues. Vous pouvez échouer au concours, et c'est fort dommage, mais ce ne sont jamais des années perdues, car ce sont des années de grande application où vous développez des qualités intellectuelles qui, pour l'essentiel, demeuraient insoupçonnées en vous. Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas placé dans des conditions où vous aviez besoin de faire un effort très important et supplémentaire par rapport à vos activités quotidiennes. Qu'il s'agisse de la lecture, de la compréhension, de l'écriture, vous savez qu'il y a beaucoup d'exercices, ça ne forme pas notre quotidien tout ça. Donc s'y appliquer une bonne fois pour toutes, c'est aussi découvrir des potentialités intellectuelles que l'on ne pouvait pas ou que l'on n'espérait pas avoir à ce moment-là. Donc ce ne sont pas des années perdues, ce sont des années au contraire qui sont extrêmement formatrices. Par la suite, on le disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de réaliser un Master 2, c'est ce qui a été mon cas. J'ai d'abord passé le Master 1, j'ai été certifié, puis agrégé, et à ce moment-là, au même temps que j'enseignais, j'ai passé le Master 2. Vous pouvez, à ce moment-là, vous inscrire en doctorat, c'est ce que Stéphane Madelrieux vous expliquait tout à l'heure, mais rien ne vous y pousse. Je sais que parmi certains de mes collègues, l'idée a cours que l'enseignement en classe de terminale, parfois, n'est pas si intéressant qu'on pouvait le rêver en classe de préparation au concours, justement. Si vous me laissiez tordre le cou à une troisième idée ce matin, ce serait celle-ci. La spécificité de l'enseignement en classe terminale, c'est que parfois, on est un petit peu désespéré devant le niveau intellectuel des élèves. C'est un mouvement spontané qui est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiance originaire dans la classe de terminale. Vous avez devant vous une trentaine ou un petit peu plus, ça tend à le devenir, voire beaucoup plus, de jeunes esprits qui sont neufs pour la philosophie, mais qui ne sont pas neufs pour l'humanité qui est en eux, et qui d'un seul coup prennent conscience que les questions qui étaient les questions des autres sont aussi les leurs. Et de fait, la justice, l'amour, l'amitié, toutes ces questions qui agitent notre existence sont aussi des questions que l'on doit réfléchir pour soi-même et par devers soi. Et ils sont capables de vous poser des questions qui, pour le coup, vous tétanisent vous-même. Vous faites un cours sur le jugement de goût, sur l'esthétique, et puis vous avez quelqu'un qui est au fond de la salle, que vous n'avez pas entendu toute l'année, va vous dire « Oui, mais mon cousin, moi, il fait du tuning. » Chacun porte sa croix. Et quelle est la distinction entre sa Fiat Panda jaune canari bourrée de néon bleu et de suspension hydraulique dernier cri et les Trois Grâces ou n'importe quelle toile de Véronèse ou de Titien? Eh bien là, il vous faut faire un singulier effort de rassemblement de l'âme sur elle-même pour parvenir à répondre à cette question parce qu'elle a quelque chose de frappant. Et c'est ça, cette ambiance originaire dont je parlais. C'est que quand vous êtes en classe de philosophie, quand vous enseignez en classe terminale, vous ne vieillissez pas. Ce qui est plutôt un bon point pour vous, parce que le temps passe malheureusement, mais vous ne vieillissez pas intellectuellement, parce que vous êtes en prise avec des questions qui sont toujours neuves, et avec des élèves qui sont eux-mêmes toujours neufs. Et donc vous vous reposez perpétuellement des questions originaires et des questions principielles que par ailleurs vous allez étudier ici encore aujourd'hui, et par la suite beaucoup plus techniquement, et avec beaucoup plus d'attention, cela est vrai. Donc si certains d'entre vous ont des idées sur la classe de philosophie, en terminale, allez voir ce que c'est, écrivez à des collègues, à vos anciens professeurs, moi-même je me propose de vous accueillir si vous le souhaitez, retournez en classe de philosophie et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va vous émerveiller et vous donner une motivation décuplée et exceptionnelle pour préparer les concours. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, j'espère que ça n'a pas été trop rapide, et si vous avez des questions, quel que soit l'aspect de la préparation au concours ou de l'enseignement qu'elle puisse aborder, je tenterai d'y répondre si toutefois je le puis. Je vois que le sort qui est réservé aux conférenciers en fait est un sort général. Est-ce que c'est le tournant de l'automne et de l'hiver qui vous rend aussi somnolent, ou est-ce que c'est la philosophie qui vous a assommé? Auquel cas il faudrait vous en prendre aux maîtres de conférences qui vous enseignent les cours, qui sont là. Je ne veux pas pointer du doigt mes collègues. Ça y est, donc ce ne sont pas ceux-là. Quoi qu'il en soit, si vous avez par la suite des questions à me poser, je resterai disponible par mail, je vous écris et je vous réponds dès que je peux. Mais s'il y en a, je suis sauvé moi aussi. Peut-être plus que Pierre. Instaurons une petite compétition avec Pierre. Alors. Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vous considérez que vous avez en fait une certaine liberté par rapport au programme que vous devez faire et par rapport aux élèves que vous avez? Parfois, je sais pas, moi je me dis qu'on peut être obligé de suivre un programme et du coup être un peu bloqué par ça, quoi, pour faire évoluer ses élèves, quoi, pour faire. Voilà. Oui, j'ai touché mon micro, c'est bon, ça va.
Merci pour cette question qui est assez intéressante, qui nous agite tous et qui en fait m'agite au quotidien. La classe de philosophie a cette spécificité par rapport à d'autres classes, dans le secondaire j'entends, d'accord, c'est que son programme est à la fois extrêmement strict et délimité, et le plus large qui soit. J'en veux pour exemple, vous avez un cours à faire sur la liberté, quelles que soient les options intellectuelles qui peuvent être les vôtres par ailleurs, c'est à vous de déterminer ce que sont les grandes questions qui permettent de comprendre la liberté. Ensuite, vous êtes libre d'organiser le cours comme vous l'entendez. Les textes officiels, qui sont assez anciens par ailleurs à ce sujet, stipulent expressément que le professeur est l'auteur du cours. C'est un statut bien particulier. Je n'ai pas à suivre un programme spécifique, trop strict, ou un manuel que l'on aurait préparé pour moi. Je peux le faire, éventuellement. La réalité, c'est que, et bien au contraire dans notre quotidien, la réalité, c'est que je suis en prise avec mes propres questions quand je suis en classe. Le cours que je fais l'année 1 sur la liberté est rarement le même que celui que je fais l'année 2 sur le même sujet, parce qu'entre-temps, j'ai réfléchi, j'ai lu, heureusement ou parfois malheureusement, j'ai vécu. Et donc tout ça est réévalué au fil de l'existence. Le rasoir d'Occam, là, c'est le temps qui passe, vous voyez. De fait, vous n'êtes jamais tenu à quelque chose. Alors, vous avez des contraintes, évidemment. Ces contraintes, ce sont des contraintes d'horaire, pour l'essentiel. Donc, pour vous donner un exemple très précis, avec une classe des séries techniques, STI quelque chose en général, quelle que soit la spécialisation, vous n'avez que 3 heures par semaine dans le meilleur des cas, là où en terminale L, vous avez 8 heures. Et vous pouvez en rajouter parfois, d'accord ? Donc, quand vous allez réfléchir sur le statut de la liberté, avec les séries techniques, vous ne pouvez pas faire le même cours, non pas parce que les élèves ne sont pas disposés à vous entendre, ce qui est une grande fiction de l'enseignement. Tous les élèves sont disposés à entendre des réflexions sur leur humanité. Simplement, c'est le volume horaire qui vous contraint. Là, vous ne pouvez pas entrer dans des détails qui sont spécifiques, dans ce cas-là, à la classe dite littéraire, ou à des classes de très haute volée, même si elles sont scientifiques, où les élèves comprendraient plus vite. Ce ne sont pas tant les élèves qui contraignent en fait votre cours, que l'horaire que l'on vous attribue. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous avez la plume en main, vous êtes l'auteur du cours. C'est à vous de voir. Maintenant, il y a une question qui est cachée dans votre question. C'est toujours la même, c'est est-ce que je peux faire cours à partir des options qui sont les miennes ? Oui. Si vous voulez, j'ai peur qu'un spécialiste de Wittgenstein ne se mette qu'à platoniser qu'avec médiocrité, ou alors il est très consciencieux. Pourquoi ? Parce qu'il ne vit pas, en un certain sens, la pensée de Platon, il aura du mal à la restituer très fidèlement. Bon, en classe de terminale, il peut s'en sortir, il n'y a aucun problème, on est bien d'accord. Mais la réalité, c'est que la manière dont vous percevez le monde, dont vous pensez le réel qui est devant vous, il est déterminé par des options intellectuelles qui sont les vôtres. De fait, vos élèves en font les frais. Mais si vous avez suffisamment d'honnêteté, ce qui est le sens de l'enseignement de la philosophie, vous présentez aussi les autres options. Simplement, vous avez quelques accents qui trahissent vos postures, voilà, on va le dire comme ça. Mais ça n'est jamais marqué. Et le mythe d'un professeur marxiste qui sanctionnerait une très bonne copie empreinte de Tocqueville et d'autres libéraux, tout aussi lyriques les uns que les autres, est un mythe. C'est un des mythes, d'accord ? On n'est jamais tenu que par les limites de son propre travail et de sa clarté, je pense. Est-ce que cela vous répond ? Mais je peux répondre encore plus précisément si vous le souhaitez, si vous me posez une autre question. Mon cher Pierre, j'en suis déjà à 2 questions. Je crois que je vais gagner. C'est un déjeuner pour vous qui s'envole. En fait, c'est plus par rapport... Enfin, ça, c'est une première partie, c'est le programme de l'année. Et par rapport aux attentes, en fait, puisque du coup, à la fin, il y a le bac, bon, voilà. Et du coup, par rapport aux attentes que les correcteurs au bac peuvent avoir des élèves, en plus du volume horaire, ça conditionne aussi la réflexion que je vais pouvoir essayer de leur apporter et de leur faire travailler. C'est ça. S'il n'y a pas certains auteurs précis, s'ils ne citent pas certains auteurs précis, machin, en terminale, c'est un peu... on demande... Enfin, voilà, c'est un peu... je me demande si c'est pas un problème, quoi. Oui, je vous comprends très bien. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est un très vaste sujet qui parfois se tranche à couteau tiré entre collègues à huis clos au moment de délibération. La réalité, c'est que je pense qu'il y a une vraie question là qui est posée, mais c'est aussi un mythe. Le présupposé de votre question, c'est qu'il y a des attentes philosophiques, et qu'en dehors de ces attentes, qui sont des repères pour nous, d'accord, on ne peut pas penser. On a 2 manières de considérer notre relation à la philosophie. Soit, d'une part, il y a devant nous un chemin qui a été tracé par nos pairs, à la fois avec un E et AIRS. Et nous devons nous engager dans ce chemin, ce sans quoi nous ne penserons pas. Soit, de l'autre côté, eh bien, tout ça sont les vieilleries d'un âge scolastique passé, très franchement dépassé, et il faut à nouveau frais reposer les questions qui sont les nôtres.
Dans les deux cas, ce me semble être des questions qui sont trop tranchées pour être vraies. Bergson disait souvent qu'une question dont les alternatives sont trop claires est une question mal posée qui n'aura donc pas de réponse. Il est évident que depuis Platon ou d'autres, si on veut remonter jusqu'au présocratique et avant, jusqu'à l'épopée de Gilgamesh par exemple, des questions sur l'amour, l'amitié, la loi, le travail, etc. sont posées parce qu'elles sont le fondement de l'existence humaine. On ne peut pas vivre sans affronter ces questions, consciemment, inconsciemment, qu'on les refuse ou qu'on les accepte en pleine conscience. Ces questions sont notre quotidien. Donc, sur ces questions, un certain nombre de nos prédécesseurs ont statué déjà, en les reposant d'une certaine manière, et en apportant des réponses qui correspondaient à ces questions, qui sont aussi liées à une époque, d'accord ? C'est tout le sens des travaux de Michel Foucault. Cependant, on ne peut pas faire l'économie de ces réponses. Mais on ne peut pas non plus s'en tenir à ce qu'ils ont dit. Parce que si je me contente de répéter le propos platonicien, le propos wittgensteinien ou le propos cartésien, je ne pense pas. Et c'est de la petite pensée, si vous voulez, que de réciter des thèses et non pas affronter des questions qui, par ailleurs, reçoivent des réponses parfois éclairantes. Donc on est toujours dans l'entre-deux. Alors de fait, évidemment, vous avez les pontosanes de la philosophie, je pense donc je suis, la conscience malheureuse de Hegel, le roi philosophe chez Platon, etc. On peut en citer un certain nombre, qui sont par ailleurs souvent des poncifs pour nous. Mais nous avons oublié que pour un jeune esprit de 16 ou 17 ans, 18 ans quand il a redoublé, comme c'était mon cas, eh bien, tout ça est neuf. Et si c'est jugé classique, c'est que ça pose avec une acuité extrême une question, et ça propose une réponse aussi précise pour la première fois. Et donc, vous avez en permanence à jongler entre la nécessité de passer, non pas par un trajet balisé, mais par des points de repère. C'est un petit peu comme une course d'orientation. Chacun choisira le chemin qu'il veut, l'important c'est d'aller signer à chaque balise, voyez ? Et en même temps, de reposer des questions. Et la classe de philosophie, en général, vous fait sentir que vous êtes dans l'erreur quand vous faites de l'histoire de la philosophie, parce que personne ne vous écoute. Si en revanche, vous allez chercher votre auditoire en posant des questions où chacun, à un moment donné de l'année, pas toute l'année, mais à un moment donné, perçoit l'une des questions qui est la sienne, un tel sur l'amour, un autre sur l'amitié, un autre sur la justice, un autre sur la colère, etc., peu importe, alors à ce moment-là, vous faites une bonne classe de philosophie et vous pouvez étudier éventuellement l'une des réponses classiques qui vous ont été proposées, sans jamais soustraire l'examen à la lecture. L'autorité n'a de sens que dans la mesure où on la valide. Elle n'est jamais une contrainte. Elle est davantage proche de l'obligation à ce sujet-là. Est-ce que je vous réponds cette fois-ci plus parfaitement, si cela est possible ? C'est un peu mieux chez vous ? Merci bien. Et s'il y a une troisième question, je la prendrai avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si, quand vous étiez plus jeune, vous envisagiez déjà d'enseigner, et si c'est un projet qui est venu plus tard, au cours de vos études, par exemple. Et si vous avez trouvé dans l'enseignement ce que vous attendiez, ou des déceptions, quelque chose comme ça. Malheureusement, j'avais constaté que ça n'était pas remboursé par la sécurité sociale étant plus jeune. J'avais donc écarté de mon avenir futur l'enseignement. Et malheureusement, il m'a rattrapé. Plus sérieusement, j'ai toujours donné des cours comme étudiant, comme beaucoup d'entre nous, pour ajouter quelques euros à la fin de mes mois, et aussi par intérêt. C'est assez intéressant de valider son propre savoir par la transmission. Vous avez peut-être en tête le début de la métaphysique d'Aristote. Un savoir n'est véritablement un savoir que dans la mesure où il est maîtrisé et peut être l'objet d'un enseignement. Très rapidement, je me suis rendu compte que tout mon savoir était comme mort-né parce que j'étais incapable d'en parler. En parler à un autre, c'est pas plus mal s'il est payé, c'était une manière de voir un petit peu où j'en étais. Donc j'ai toujours plus ou moins enseigné depuis le L3 à peu près. Depuis la licence, pardon. Par la suite, comme beaucoup d'entre nous, j'ai connu une crise de la rationalité philosophique aiguë qui m'a amené à me tourner vers des gens comme Pierre Poisat, qui a eu la gentillesse de nous faire part de son témoignage tout à l'heure. J'ai donc arrêté pendant une année complète mes études de philosophie, où je n'avais pas de statut d'étudiant ici, à Lyon 3. Je n'étais rien du tout, mais je ne sais pas si je suis devenu plus qu'à cette époque. J'ai préparé le concours commun d'entrée aux écoles de commerce de HEC, le SCP-EAP, dont j'ai réussi les écrits. Et juste avant l'oral, il se trouve que pour des raisons biographiques, j'étais quand même très attaché à la classe de philosophie et j'ai passé le CAPES, en touriste. Sans aucune pression sur mes épaules, la pensée, c'est comme trouver libéré de tout un tas de contraintes stupides que la scolarité nous impose. Mon propos s'est clarifié, j'imagine, et j'ai été reçu. Là, j'ai eu un choix difficile à faire et je ne suis pas allé au bout des épreuves que j'avais à HEC, que par ailleurs j'ai ratées, de fait, parce que je ne les ai pas traitées sérieusement, et je suis revenu préparer à ce moment-là l'agrégation durant l'année de report.
Donc à ce moment-là, l'enseignement a été une décision pour moi. Comme la jeunesse, c'est le synonyme du cumul de nos erreurs, j'ai recommis cette erreur une deuxième fois l'année dernière. Je suis allé, à l'aide d'une disponibilité que le ministère public a bien voulu m'octroyer, travailler dans le privé, pour mon plus grand plaisir, par ailleurs, et où j'ai appris énormément de choses, et ça m'a permis de mieux comprendre, notamment les aspects sociaux et politiques du monde dans lequel nous vivons. Mais au bout de quelques mois, la classe m'a manqué. J'ai donc été amené à mettre fin à cette disponibilité, à ne pas la renouveler, et à retrouver mon estrade et ma chaire professorale avec le plus grand plaisir, où ma place est visiblement plus réelle. Donc, l'enseignement, ce que je veux dire par là, c'est que l'enseignement, c'est difficile. C'est difficile d'y arriver, et c'est difficile quand on y est. Parce que comme tout métier, il y a des aspects techniques. Alain disait que nous sommes aussi des bûcherons. Nous, le côté technique, ce sont nos copies. Je pense que Stéphane Madelrieux ne me contredira pas. Nous avons beaucoup de copies, énormément. Un professeur agrégé peut avoir 4 à 5 classes, voire davantage. 35 élèves par classe, je vous laisse faire le calcul, 15 minutes par copie. Vous voyez à peu près comment se chiffre votre semaine. Cependant que cette difficulté, il faut la surmonter. Et il faut comprendre qu'il y a autre chose que les aspects techniques d'un métier. Et même si vous avez choisi votre métier, vous devrez faire face à ces aspects techniques. Donc la question étant de savoir si vous voulez les supporter avec bonne humeur ou si vous voulez râler. Je ne vous cache pas que mon quotidien se passe plutôt à choisir la deuxième option. Mais quand je viens devant vous, je dois faire bonne figure. Ces aspects techniques, bien sûr, ce que je disais à l'instant, peuvent être harassants, n'est-ce pas ? Mais au final, quel métier n'en a pas ? Quoi que vous choisissiez, il y aura des difficultés. Mais vous avez des joies intellectuelles exceptionnelles en classe de philosophie, que je ne peux pas me prononcer pour d'autres corps de métier. Je ne les ai pas trouvées ailleurs. Je ne les ai pas trouvées quand je préparais d'autres épreuves, ou quand je les passais, naturellement, et je ne les ai pas trouvées dans le monde du privé. Même si ça m'a beaucoup apporté. Je ne veux absolument pas opposer les deux. Ils ont été parfaitement complémentaires, mais le sens de ma place s'est révélé avec beaucoup plus de clarté devant le tableau. Est-ce que cela vous répond ? Merci pour cette question. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question concernant le fait de se retrouver face à une classe. Parce que le Master MEF a été donc supprimé. Et donc on se retrouve au final donc, à faire un Master 2. On n'a jamais été confronté à une classe. On passe le CAPES, admettons, on le réussit. Et là, donc, on arrive après 5 ou 6 ans d'études. Et on doit se retrouver face à une classe de terminale où au final, nous, pendant toute notre scolarité, on a été constamment en train de gratter du papier dans des cours magistraux, de manière générale. Et du coup, comment ça se passe maintenant ? Ça m'inquiète un peu le fait de me dire, si je passe les concours d'enseignement et que j'ai réussi, je me retrouve catapultée face à une classe alors que je n'ai pas du tout été formée à ce genre d'exercice. Merci pour cette question. Vous avez décidé d'agiter les douleurs de mon quotidien, je vous remercie. Cette question, vous la poserez très longtemps. Chaque classe est une nouvelle classe, et il ne faut pas considérer que 35 élèves ou 40 ou moins, c'est une juxtaposition d'individus. Non, c'est un tout. La classe, comme le corps politique, est une unité qui a ses réactions anticipées ou imprévues, et à chaque fois, c'est un nouvel individu composé qui apparaît. De fait, toute classe est nouvelle. À la différence d'un cours d'université où, a priori, vous avez, sinon du respect, au moins de l'attention pour le conférencier, en classe de philosophie, dans le secondaire, vous devez conquérir l'autorité de la parole qui est la vôtre. Et c'est ça qui est difficile. Les aspects techniques du métier, vous trouverez toujours un collègue fort sympathique, comme moi par ailleurs, je vous accueillerai dans ma classe quand vous le souhaitez, si vous venez voir à quoi ça ressemble, comme tout un chacun d'entre vous, qui vous accueillera, qui vous conseillera, qui vous écrira s'il est plus loin, mais qui vous éclairera sur des aspects techniques qui sont des réflexes. Et comme tout métier a ses aspects techniques, eh bien tout métier a ses réflexes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, tout métier a ses hésitations, mais ça vous le saurez très rapidement. Parce que ce que cache votre question, c'est la question fondamentale qui nous agite au quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'enseigner la philosophie, et par là, qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie ? Alors on le disait tout à l'heure, avec cette question sur l'enseignement, il y a des choses qui sont techniques, il faut bien se préparer à l'épreuve. Alors il faut savoir faire une explication de texte, la distinguer peut-être d'un commentaire si besoin est, savoir disserter. Oui, mais ça vous le savez très bien. Et vous saurez l'enseigner sans aucun problème. Et si il y a des problèmes, l'inspecteur vous rappellera à l'ordre, ou vos collègues, ou d'ailleurs vos élèves.
et donc vous vous corrigerez de vous-même. Mais au final, quand vous sortirez d'un cours très technique comme ça, vous devrez poser des questions philosophiques. Et quelle que soit la forme que vous donnez au cours, ce sera de la philosophie qu'on sera en train de faire. Et par là, j'entends pas un discours extrêmement général et vague, dans lequel il n'y aurait rien à dire. Non, c'est un cours sur la liberté, sur la matière et l'esprit, sur le sens du pouvoir, sur sa légitimité, sur l'amour, etc., peu importe. De fait, quand vous êtes dans le vrai, on vous écoute, je pense, sauf dans des milieux difficiles où là, il faudra muscler votre jeu et devenir beaucoup plus technique. Mais la plupart du temps, parce que c'est une idée à laquelle il faut tordre le cou aussi, hein, la plupart du temps, cela se passe bien et vous êtes à peu de choses près préparés. J'aurais tendance à vous répondre que c'est l'un des fantasmes de notre monde que d'imaginer qu'un savoir technique viendra se substituer à une discipline spécifique. Ce que j'entends par là, c'est l'idée que vous soyez professeur de mathématiques, d'anglais, de philosophie ou d'histoire, il y a quelque part un lieu, sacré s'il en est, où l'on vous apprendra à enseigner. Mais enfin, la question, c'est de savoir ce qu'on va enseigner. Parce que les étudiants qui viennent vous écouter, enfin les élèves en l'occurrence qui viennent, qui sont un petit peu contraints, même si on leur dit qu'ils sont obligés de vous écouter, ils viennent entendre non pas de l'anglais, mais des mathématiques, non plus des mathématiques l'an d'après, mais de la philosophie ou de l'anglais. Alors, ce que vous avez à faire, c'est être bon dans votre discipline. Quand vous serez bon dans votre discipline, vous serez bon en classe. Les réglages, vous les apprendrez. Et très franchement, les 3 premiers mois de l'exercice seront suffisamment, non pas difficiles, mais propre à une réflexion intense sur ce que c'est qu'enseigner, pour vous donner des bases suffisamment stables, pour vous concentrer sur l'aspect spécifique de votre discipline, en l'occurrence ici la philosophie, et pas sur des techniques d'enseignement. Comme tous mes collègues, particulièrement ceux de ma génération, j'ai suivi des cours fort intéressants par ailleurs sur ce que c'est que noter, sur ce que c'est que stimuler l'audition, sur ce que c'est que avoir un maintien dans la classe, etc. Ça me laisse pantois aujourd'hui. Parce que si je dis quelque chose d'intéressant, moyennant quelques rappels à l'ordre pour ceux qui bavardent, en général on écoute, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le baccalauréat à la fin de l'année, c'est aussi un aiguillon. Tous les élèves ne sont pas passionnés par la philosophie, mais tous sont suffisamment disciplinés pour vous écouter. Et puis après, il vous reste ce qu'on appelle le quotidien, c'est-à-dire le cahier de correspondance, le CPE, etc. Faire les gros yeux, donner des punitions, l'une de nos activités favorites par ailleurs. Bien sûr. Non mais, voilà. Soyez bon en philosophie, vous serez bon professeur de philosophie. Et puis, voilà, le reste, vous l'apprendrez sur le tas. Ne paniquez pas à ce sujet. Ne paniquez pas à ce sujet. Juste une petite question. Comment se passe l'année de stage, en fait, après le CAPES? Il me semble qu'il y a une année de mise plus en pratique, mais concrètement, comment se passe cette année? Je souhaiterais vous répondre. Je suis dans la capacité de le faire parce que, quoi que cela ne puisse pas tout à fait se voir exactement, le temps a passé et à l'époque où j'étais jeune professeur, j'étais jeune et beau déjà, mais le temps a passé, les choses ont changé. Il y a eu 3 générations successives. La génération à laquelle j'appartiens et à laquelle mes collègues plus âgés appartiennent aussi, où nous allions à l'IUFM, où nous avions une décharge d'enseignement, nous avions à peu près 2 classes avec un maximum de 10 heures en présence dans l'établissement pour assurer des cours, au même titre que n'importe quel de nos collègues, et le reste du temps, que l'on soit certifié ou agrégé, cela importait peu, était entièrement dévolu à l'apprentissage technique de l'enseignement, y compris disciplinaire, parce que cela se passait par discipline. Donc j'étais regroupé avec des philosophes. À l'époque, dans mon cas, j'étais envoyé à Grenoble. Par la suite, la chose a été réformée et supprimée. Et donc certains collègues en ont fait les frais et ont commencé à 18h ou à 15h avec une petite décharge pour ceux qui étaient à 18 et seulement certifiés à ce moment-là. Et même ceux qui étaient agrégés avaient seulement une douzaine d'heures. Il faudrait vérifier tout ça. Mais ils avaient moins que leur service chacun, d'accord ? Aujourd'hui, les ESP ont pris la place de ce qu'était l'UFM, mais je ne peux pas vous entretenir très précisément de ce que c'est car j'en suis assez loin, de fait. Je ne peux pas vous dire ça en détail. Mais me semble-t-il, peut-être que Stéphane Madérieux pourra en parler beaucoup plus précisément que moi, je l'espère, vous avez toujours une décharge d'enseignement. Oui, il y avait à Lyon 3 un master enseignement qu'on avait créé lors de la réforme qu'on appelle la réforme de masterisation et qui disait que tous les enseignants titulaires au lycée devaient dorénavant avoir un master complet. C'était l'idée qu'il fallait effectivement augmenter la formation initiale des futurs enseignants et donc ne plus simplement avoir une licence, qui était le cas auparavant, mais un master complet. Et donc dans le cadre de cette réforme de masterisation, nous avions élaboré ce qu'on appelait un master enseignement qui a duré quelques années, qui était, je trouve, très bien composé, puisqu'il s'agissait à la fois de préparer le CAPES,
de renforcer sa culture générale en philosophie, de ne pas se couper de la recherche parce que c'était un master. Donc, qui dit master dit recherche. Donc, il fallait un tronc commun avec les autres masters. Et en même temps, troisième bloc, faire des stages. Des stages d'observation, mais également des stages de ce qu'on appelait de pratique accompagnée et même des stages de responsabilité où vous aviez des heures de cours que vous prépariez devant une classe. Vous aviez un tuteur qui vous suivait. Ça a duré 5 ans et j'étais moi-même responsable de master enseignement, donc je peux vous en parler. C'était une très bonne réussite et les étudiants étaient très contents. Est venue une nouvelle réforme avec la création des SP qui a imposé en fait une formation homogène, une maquette de formation homogène pour toutes les disciplines confondues, quelle que soit la difficulté du concours du CAPES passé. Édouard rappelait les difficultés du concours du CAPES et de l'agrégation, les effets pathogènes que ça pouvait avoir, mais également effectivement la gratification intellectuelle que ça a emporté. Il faut savoir que le CAPES de philosophie est parmi tous les CAPES proposés dans toutes les disciplines un des plus difficiles. Le taux de réussite est un des plus faibles. Il est situé il y a 2 ans, quand je m'intéresse aux chiffres, vers 7 ou 8% des inscrits qui réussissaient le CAPES. Ça a augmenté un petit peu, je crois, ces 2 dernières années parce qu'il y a eu un peu plus de postes. Mais donc ça voulait dire qu'il faut se concentrer beaucoup sur le concours, la préparation du CAPES. Édouard le disait, c'est un engagement total. On arrivait quand même à équilibrer avec les stages dans le cadre du master enseignement, mais dans le cadre des nouveaux masters MEF, la préparation au CAPES devenait très secondaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des CAPES en mathématiques ou dans d'autres disciplines où il y a quasiment 100% de réussite. Et donc, ça devient moins important d'avoir le CAPES ou moins difficile d'avoir le CAPES que d'avoir son master. Et c'est en fonction de ces disciplines-là que les masters MEF ont été pensés et on a voulu généraliser ce modèle. Et donc, il nous a semblé à la faculté de philosophie de Lyon 3, c'était un peu général dans toute la France, dans toute la faculté de philosophie, que si on adoptait cette maquette, on allait en fait défavoriser nos étudiants qui feraient beaucoup de choses, sauf la préparation au concours, et donc ça allait baisser leurs chances de réussite au concours du CAPES. Et donc, quel était l'intérêt de faire un master dont la vocation était de les préparer à l'enseignement s'ils ne pouvaient pas avoir le concours ? Et par conséquent, nous sommes en état de réflexion en ce moment. Nous avons conservé des heures de préparation au concours, aux épreuves du concours. Et pour ceux qui ont réussi le concours, il y en a très très peu en M1 ou en M2 qui réussissent le concours du CAPES. Mais pour l'instant, avec le rectorat, il a été décidé pour leur première année. Ils sont donc en stage, ils ont la moitié simplement de leur service à faire, donc c'est 9 heures sur les 18 heures. Donc ils ne sont pas comme ça envoyés pendant 18 heures, comme c'était le cas après la suppression des UFM en cours. Et ils ont un parcours personnalisé à côté où ils prennent effectivement des cours de pédagogie et des cours plus techniques sur la charte du fonctionnaire et des choses comme ça. Donc pour l'instant, on est dans un parcours personnalisé qui n'est pas dans le cadre d'un master MEF, mais on est en train de réfléchir avec le rectorat pour pérenniser cette situation, d'avoir vraiment un parcours qui permette à la fois de donner toutes les chances à nos étudiants de passer le CAPES et d'avoir le CAPES, donc de se concentrer sur le concours, et en même temps effectivement de ne pas être lâché comme ça dans la classe pendant 18 heures sans expérience préalable. Voilà. Par ailleurs, je voudrais rajouter ce mot à votre destination, mais à ceux qui seraient intéressés par cette question-là aussi. Si vous me permettez de paraphraser, si tu veux savoir comment il faut jouer de la cithare, il faut aller voir le cithariste. Si tu veux savoir conduire une armée, il faut se tourner vers le stratège. Si tu veux savoir comment enseigner, il faut aller voir ton collègue. Pour ceux qui préparent les concours et qui vont s'y destiner, le mieux c'est d'aller passer plusieurs heures chez vos collègues. Je le disais tout à l'heure, votre enseignant de philosophie, d'accord, ou un autre. Tout ça, c'est hors dispositif, mais c'est très agréable. Les collègues vous accueilleront à bras ouverts, les proviseurs aussi, ça nécessite simplement de se déclarer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est très important, je pense. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions, et je reste disponible. Il y a une autre question, je pense que oui, on va déborder un petit peu, sinon on a déjà débordé. Je vous propose de rencontrer peut-être pendant le cocktail Édouard Dalcolle, comme ça vous lui poserez toutes les questions que vous souhaitez. Juste, vous avez parlé vraiment très rapidement, quelle était la mission principale lors de votre année de disponibilité
Quelle était Quel a cette été mission mon travail? Votre rôle, oui. J'ai travaillé dans une entreprise qui développe l'application en ligne des connaissances. D'accord. Voilà, je me tiens disponible Merci pour beaucoup, tout en un tout chacun cas. d'entre vous s'il y avait besoin. Alors, nous allons poursuivre les témoignages avec Laura Lange, donc consultante en philosophie. J'ai fait donc 5 ans de philosophie à Lyon 3. 5 ans de philosophie, donc je me suis vraiment, enfin, j'ai beaucoup apprécié. Ça a été, j'imagine, sûrement un peu comme vous, assez cyclique. J'ai commencé la philosophie en me disant, de toute façon, c'est une stratégie dès le départ. Je voudrais travailler plus tard dans la communication et devenir chef de projet ou être dans ce genre de choses. Donc j'avais commencé comme ça. Puis j'ai découvert la philosophie, j'ai été passionnée, je me suis dit non, pas du tout, ce sera l'enseignement. Donc j'ai continué. L'enseignement, j'en ai fait un petit peu à côté de mes études, avec des élèves donc en indépendant. Je me suis rendu compte que de cela, il en ressortait une grande frustration personnelle, en tout cas. C'est un exercice qui me plaisait de manière ponctuelle, mais je ne me voyais pas forcément faire mon métier. Et au fur et à mesure des années de philosophie, une grande frustration est apparue, surtout dans le fait de ne pas forcément pouvoir appliquer ce que j'apprenais. C'est-à-dire que j'adorais aller en cours, mais quand je voyais la difficulté que j'avais de pouvoir en parler en famille, sur des problématiques professionnelles, sur d'autres choses, je me disais qu'il y avait quand même un déséquilibre fort, avec toujours cette seule perspective qu'est finalement l'enseignement. On parle quand même assez peu d'autres perspectives que l'enseignement. En tout cas, c'était le cas à l'époque et il n'y a pas non plus longtemps. Donc du coup, moi j'ai intégré ensuite le master culture et santé. Ça a été une vraie bouffée d'air. Alors c'est pas forcément un master, enfin au niveau de la philosophie, c'est pas de l'histoire de la philosophie, mais ça m'a apporté quelque chose à côté pour me montrer tout simplement que la philosophie pouvait être applicable dans un champ, celui de la santé, le champ de l'humain. Et donc, suite à ça, j'ai fait des stages. Ça a été vraiment intéressant. Et donc, j'ai intégré l'espace éthique Rhône-Alpes, dont vous parlera Élodie Lemoine par la suite. Donc, un espace de réflexion où là, j'ai pu enseigner, écrire des articles sur des problématiques éthiques et philosophiques. Et donc, fort de tout ça, disons que je me suis rendu compte qu'il y avait une application possible de la philosophie dans le champ de l'humain et dans le champ professionnel. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, voilà, comment je vais faire et qu'est-ce que je peux faire plus tard pour réussir, et je ne le cache pas, pour gagner ma vie aussi. Parce que c'est vrai qu'en philosophie, la perspective de pouvoir gagner de l'argent, on en parle peu. Moi, je suis plutôt issue d'un milieu où il y a des entrepreneurs, ou en tout cas on est dans cette perspective-là. Et du coup, je me suis dit, comment on pourrait essayer de créer une entreprise à partir de la philosophie sans trahir la philosophie, mais en essayant de la traduire le mieux possible. Donc du coup, j'ai rencontré Jean Maty, qui était aussi un collègue philosophe, qui lui s'était lancé dans les concours de l'enseignement. Et du coup, après discussion, échange, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un projet qui pourrait se créer, ce serait d'utiliser la philosophie pour aider en individuel les personnes à réfléchir sur leur parcours. Voilà. Donc ça, c'était le premier vœu, c'était il y a 2 ans. Donc, moi, en parallèle, je ne l'ai pas dit, mais du coup, je suis en thèse de philo également. Donc, en thèse de philo à Lyon 3 depuis 4 ans. Je reviendrai sur ça par la suite. Et du coup, on s'est lancé sur ça, donc vraiment avec ce vœu de se dire, voilà, lançons la philosophie version cabinet, en se disant, oulala, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, on n'est pas psychologue. Il y a des difficultés, mais on s'est dit, on va essayer de voir ce qui se fait. Ça marche super bien aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait un peu rêver. Alors, on s'est dit, on va voir. Donc, on est allé voir. On est allé à New York faire une formation. Je parle très mal anglais, d'ailleurs. Ça a été très dur. En philosophie, on n'a pas non plus un niveau... c'est parfois compliqué. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que le projet était intéressant, mais que déjà, c'est pas sur ça qu'on créerait une entreprise et donc de l'emploi. Puisque quand vous faites des rencontres individuelles, compliqué de créer de l'emploi sur ça. Et aussi qu'on était en train de marcher sur des plates-bandes qui n'étaient pas les nôtres. Voilà, la psychologie, c'est pas nous. Travailler avec des psychologues, on le fait régulièrement. Travailler avec des coachs, on le fait régulièrement. Mais nous ne sommes ni coachs, ni psychologues. Donc ça, c'était aussi important d'essayer de savoir qui on est. Et ça a pris du temps, donc 2 ans pour essayer de créer une identité et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la philosophie.
Donc on a délaissé ce projet pour se lancer surtout dans la formation professionnelle. Donc la formation auprès des salariés, dans les entreprises, les organisations, les établissements de santé. C'est-à-dire clairement aujourd'hui, on parle beaucoup de souffrance au travail, on parle beaucoup de difficultés rencontrées à cause d'injonctions paradoxales, du fait d'être jeté dans des professions où on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, de voir une profession qui change avec le temps parce que le monde culturellement est en train d'évoluer. Et donc on voit qu'il y a beaucoup finalement alors le mot de souffrance est peut-être trop fort, mais en tout cas de paradoxes qui posent problème dans sa profession et qui peut être analysé, étudié par la philosophie, c'est-à-dire en se disant je vais prendre du recul sur ma pratique et je vais essayer de me poser des questions. Et finalement, c'est vraiment l'exercice de dissertation, c'est-à-dire que ce que nous retenons de la philosophie, c'est déjà l'héritage historique que l'on a, nécessairement, mais c'est aussi la méthode, c'est-à-dire une méthode de philosophie, vous avez une question qui est posée, vous prenez du recul, et vous êtes capable, seul, d'argumenter aussi bien un pour, un contre, et de synthétiser. On a quand même cet esprit-là, cet esprit critique qui est quand même assez fort, et on se rend compte que dans le milieu du travail, eh bien, c'est pas si aisé, ça se rencontre pas si facilement, et que la plupart des problématiques rencontres au travail, c'est souvent ça. C'est des gens qui vous disent « Non mais attendez, je ne vois qu'un angle, par exemple. Je suis humaniste et pourtant je travaille en RH et mon métier change de plus en plus et aujourd'hui, je me retrouve à licencier beaucoup. Comment concilier humanisme et mon métier? Est-ce que je change de métier? Est-ce qu'il est possible de concilier les deux? Voilà, ça c'est de la philosophie en pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la philosophie dans le réel et de se dire, voilà, prenez du recul, qu'est-ce que pour vous l'humanisme avec de la définition conceptuelle, toutes ces choses-là. Donc on a créé aujourd'hui, nous sommes 3 associés, donc on a 3 pôles différents. Personnellement, je suis en charge d'un pôle qui s'appelle Story Management. Donc le but, c'est finalement d'essayer de faire histoire ou de créer histoire dans une organisation quand il y a des individualités, donc de l'individualisme très fort, et aussi du collectif, comment faire en sorte de créer une harmonie. Donc c'est finalement du management en temps réel, sans règles et méthodes et recettes, puisque à chaque fois qu'on a un client, on s'adapte à la demande, au contexte. C'est une approche assez sociologisante, c'est-à-dire qu'on fait toujours une étude de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Si on a un contrat dans un établissement de santé, on va étudier quelle est l'histoire de cet établissement de santé, pourquoi aujourd'hui les gens qui travaillent dans cet établissement de santé ont un problème de positionnement, parce qu'on est dans une culture libérale et que être soignant aujourd'hui, c'est pas comme être soignant il y a 30 ans, et que de fait, forcément, ils ont des injonctions paradoxales. Donc c'est vraiment du temps réel et de l'analyse. Donc là, c'est toute la partie sur l'humain. On a développé 2 autres parties qui sont plus courantes, disons en tout cas ça commence de plus en plus à marcher, c'est une partie, un pôle com, de communication. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de philosophes derrière pas mal de choses en publicité. Je pense à des grandes entreprises telles que Canal+, Louis Vuitton. Il y a beaucoup de philosophes qui réfléchissent aux produits. Ça peut être par exemple, demain j'aimerais lancer sur le marché ce produit-là. Comment je pourrais en parler? Comment je pourrais faire en sorte de le définir le mieux possible pour qu'il puisse avoir l'écho que je souhaite et être entendu. Donc ça peut être aussi, par exemple, moi j'ai lancé mon entreprise depuis 3 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Eh bien, nous, on regarde un petit peu le message que veut envoyer l'entreprise et la visibilité qui est la sienne, c'est-à-dire son site internet, comment ça fonctionne, comment ils en parlent. Et on se rend compte que des fois, des gens parlent de certaines choses et ils se vendent très mal ou ils parlent mal d'eux-mêmes parce qu'il y a une distinction entre la façon d'user du langage et la façon de mettre en avant les produits qui sont les leurs. Et le 3e pôle que nous avons créé, ça s'appelle Humanities Lab. On s'est tout simplement rendu compte, avec des gens, parce qu'on est toujours très proche de la fac, c'est vrai que tout ça, ça peut paraître un peu, mais la philosophie, elle est où dans tout ça? On a à cœur de continuer à écrire des articles, d'être dans des réflexions sur des ouvrages. On n'a pas lâché tout ça, du tout. Le pied dans le doctorat, c'est aussi un pied qui vous rappelle qu'il faut œuvrer. Ayant cheminé, aujourd'hui, je change de doctorat pour partir à faire un doctorat à Paris sur une autre thématique qui est celle du management. Du coup, il y a des choses qui changent aussi. Je le vois pas comme un abandon, mais bon, comme quoi on peut commencer avec plein d'idées. J'ai commencé sur quand même la maternité comme chair et terre originaire à partir d'Heidegger. 4 ans après, me voilà partie sur le management à Paris. Donc comme quoi des évolutions sont possibles. Pas forcément en bien ou en mal, mais c'est la preuve qu'on change et qu'il y a des perspectives, surtout, qu'il y a des perspectives autres. Et donc je vous disais, Humanities Lab, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera le mieux. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte tout simplement qu'en France, quand une entreprise veut faire appel à des chercheurs pour travailler sur une problématique, disons par exemple L'Oréal qui voudrait travailler sur la représentation de la beauté aujourd'hui dans le monde,
pour savoir un petit peu comment ajuster sa com et toutes ces choses-là, eh bien, la plupart du temps, on fait appel à des universitaires, parce qu'on a besoin aussi d'apporter une certaine caution à ce qu'on fait. Sauf que les universités en France, c'est très compliqué de libérer des chercheurs, et c'est pas toujours très bien vu. Un chercheur qui va travailler sur la beauté pour L'Oréal, ça le fait pas forcément, alors que par exemple en Angleterre, c'est beaucoup plus démocratisé. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va chercher des chercheurs ailleurs. Voilà. Donc nous, on s'est dit, on va créer un laboratoire privé dans lequel il y aura des chercheurs d'université, donc des gens qu'on va chercher effectivement, qui sont professeurs et qui pensent comme nous qu'il y a des choses à faire et que la philosophie peut aussi être dans la pratique, et donc qu'on peut justement réfléchir sur ces problématiques-là. Donc on s'est créé en laboratoire privé, voilà, avec des chercheurs et des professeurs, et l'entreprise commence, donc là ça fait 2 ans, à grossir petit à petit, avec ce but ultime, et notre leitmotiv, c'est de partir toujours de cette idée que finalement, dissocier action et pensée, c'est probablement une erreur. Voilà, quand on pense, on agit. Quand on agit, on pense. Et voilà, on essaye d'être toujours dans ça. Donc je ne sais pas si vous avez des questions relativement à ça. Je n'ai pas cité l'entreprise qui s'appelle Counseling Philosophie. Je fais un peu de promotion. Si vous voulez nous suivre, on est un peu sur tous les réseaux sociaux et on apprend à jouer ce jeu qu'on n'avait pas joué. Mais voilà, le jeu de la visibilité, du paraître. Mais finalement, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Moi, j'ai fait des études de philosophie avec Laura à l'Université Lyon 3, entièrement du début à la fin. J'ai passé 5 ans donc, dans le cursus licence, master, recherche qu'on a vu au début. J'ai fait un mémoire sur l'influence de la tradition protestante chez le jeune Heidegger. Donc j'ai étudié les protestants allemands du 19e siècle et leur influence dans la philosophie au début du 20e. Après ça, je me suis demandé de ce que j'allais bien faire avec ça. J'arrivais plus trop à expliquer à ma maman ce que je faisais. Moi, ça me posait un peu problème. Alors j'étais absolument passionné par ce que je faisais, hein. C'était absolument génial. Je pense encore aujourd'hui que la clé de l'histoire du monde réside dans ce lien entre le protestantisme et la modernité. Mais il n'y avait que moi qui en étais persuadé, donc j'avais un peu de mal à exister. Et puis j'avais quand même envie un peu je sais pas, d'envoyer des briques un petit peu dans ce que je voyais autour de moi. J'avais vraiment envie de faire des choses avec tout ça. Je suis persuadé, au même titre que Laura, et je vais essayer de le défendre, que la philosophie a tout un tas d'atouts pour le monde professionnel, et un certain nombre d'ailleurs qu'on n'a certainement pas vu ici et qu'on n'imagine pas encore, et que c'est vous qui allez imaginer. Et donc je me suis tourné vers le master éthique et développement durable que j'ai suivi, qui a été une très belle expérience, autant par les enseignements que j'y ai reçus que par les rencontres que j'y ai faites. C'était assez intéressant de rencontrer des gens qui viennent du monde professionnel, qui viennent d'horizons différents du mien. Ça m'a sorti un petit peu du contexte philosophique et de l'université. Ça m'a permis de rencontrer un peu le monde qui commerce notamment, le monde qui échange, le monde qui monnaie, tous ces gens-là. Les politiques publiques aussi, et la manière dont ça se passe, tout ça, que je suis bien rencontré après. Dans le cadre de mon master, j'ai réfléchi pas mal à la philosophie de l'espace, des choses qui m'intéressaient pas mal. Je ne sais pas si vous voyez trop le lien, en tout cas moi je l'avais pas mal fait, sur comment on organise l'espace. Ça m'a amené à travailler, à faire un stage à l'agence d'urbanisme de Lyon, que je n'ai pas cherché, hein, je tiens à le dire, c'est l'agence d'urbanisme de Lyon qui est venue me chercher dans le master. Hein. Ils avaient envie de travailler avec un étudiant philosophe, comme quoi ça arrive. J'ai travaillé avec eux pendant mon stage, puis 6 mois derrière encore, que j'ai prolongé en CDD, et j'étais embauché pour réfléchir à des méthodes d'approche sensible de la ville. Pour le dire vite, le cas est très intéressant, on pourrait en discuter bien plus largement, mais je le dis très rapidement. En gros, l'agence d'urbanisme, ils sont face à une problématique qui est qu'il y a une crise du métier d'urbaniste, pour le dire assez vite. Ils ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent le faire dans le monde actuel. Ils se rendent bien compte que leurs outils traditionnels, la statistique, la carte, s'enrayent un petit peu face à la réalité de la décision politique, et donc ils cherchent à faire autrement. Et donc ils disent, tiens, on va faire des approches sensibles de la ville. Mais en fait, quand vous questionnez ce que ça veut dire juste dire faire autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi.
Et donc quand vous arrivez là-dedans, vous vous grattez un peu la tête, parce que vous êtes surtout quand vous êtes philosophe, parce que vous aimez bien les trucs bien rangés. Nous les philosophes, on aime bien quand c'est bien rangé. Et en fait, le monde que vous rencontrez, il n'est pas du tout bien rangé, quoi. Et il est basé sur des dominations professionnelles, sur de la langue de bois, sur des élus qui viennent casser 2 ans de projet au dernier moment, des trucs comme ça, et c'est assez désarçonnant. Et donc j'ai quand même essayé, dans ce cadre-là, de formaliser des approches de la ville. Ça a pas mal marché, ça a donné les ateliers d'innovation en urbanisme, qui existaient déjà, hein, mais c'est dans ce truc-là que j'ai participé. À la fin de mon stage, j'ai réalisé un petit rapport de stage. Je vous en parle parce que il n'a pas de qualité intrinsèque, ce mémoire de stage, mais j'ai essayé de lister les capacités du philosophe dans une entreprise. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Je vais en dire 2-3 mots après, mais j'ai fait ça pendant 40 pages, donc vous pouvez peut-être aller piocher ce truc-là. Ça s'appelle le métier de philosophe. C'était une blague pour me moquer de mes amis scientifiques mous, qui parlaient du métier de sociologue. Vous connaissez peut-être ce livre. Et voilà, donc c'était une blague pour me moquer un peu de ce truc-là, en disant voilà, il y a aussi un métier de philosophe, pourquoi pas essayer de comprendre quelles étaient un petit peu les possibilités du philosophe en entreprise. Si par hasard vous allez voir ça, vous m'excuserez, hein, je l'ai relu du coup un petit peu là avant de venir. Il est très immodeste et très mal écrit, mais j'avais écrit ça assez vite, mais je pense qu'il a du mérite quand même dedans. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je finis mon histoire. Après ça, j'ai cherché à... Je me suis dit, tiens, je vais monter mon propre truc. Je vais faire un peu ce que font Laura et Jean. Et je vais monter mon agence de conseil. Et puis en fait, quand on a fait des études de philosophie un peu pure et dure, le monde du conseil, on se fait écraser quand on n'a aucune chance, quand on connaît rien à rien, on comprend rien. Et je veux dire, il faudrait se faire accompagner, et Dieu sait que ça doit être dur d'accompagner des philosophes, quoi. Et ça m'a un peu effrayé, et du coup, je suis plutôt allé rejoindre une structure existante, pour laquelle je travaille toujours, et qui est basée à Saint-Pierre-des-Corps. Saint-Pierre-des-Corps. Donc Saint-Pierre-des-Corps, c'est une petite ville ferroviaire du centre de la France, dans laquelle il y a des grands espaces industriels, et dans lesquels il y avait une compagnie de théâtre de rue qui était basée, qui s'appelait la Compagnie Off, qui est une des plus grandes compagnies de théâtre de rue de France, dans une immense halle industrielle qui fait 6000 m². Et au sein de cette compagnie de théâtre de rue, au début des années 2000, ils ont commencé à se dire, dis donc, nous on fait du spectacle dans la rue depuis 30 ans, et on est appelé par les politiques, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait en fait à la ville ? Pourquoi on nous demande de venir ? Et voilà, et ils ont créé cette réflexion, ce qui a donné lieu à pas mal d'expérimentations, et en 2007 à la création de la structure pour laquelle je travaille, qui s'appelle le POLO, ce qui signifie Pôle des Arts Urbains, c'est écrit POLAU, et donc une structure de recherche et d'expérimentation entre la création artistique et l'aménagement du territoire. Ça a été mis en place par le ministère de la Culture, donc c'est une association, donc c'est une structure de droit privé, principalement sur des financements publics, pas uniquement, mais beaucoup. Et je m'occupe de la coordination des projets de cette association. Donc je vous explique rapidement ce que je fais. Déjà, j'accueille des artistes en résidence, donc je m'occupe de résidence d'artistes. J'accompagne artistiquement des collectifs, des compagnies. Spécifiquement sur des thèmes urbains, je les fais travailler sur la densité, sur la ville périphérique, sur la gestion du risque inondation, des choses comme ça. J'organise des expérimentations par ailleurs artistiques spécifiques sur l'urbain. Je teste des trucs, pour le dire vite. Donc par exemple, pour rester sur l'inondation, j'ai testé un dispositif de sensibilisation artistique aux inondations. Donc on met en place des événements, on va chercher des sous, on fait une production, puis on met en place l'événement. Après, je travaille aussi avec le monde de la recherche, c'est-à-dire en fait ces événements que je monte, ces résidences, j'essaie de les capitaliser. Donc je travaille avec des chercheurs pour essayer de valoriser, diffuser un petit peu ces choses-là, puis après de les modéliser, voire même après de les rendre un petit peu bankable pour que ça puisse rentrer un peu dans une structure économique plus viable que la nôtre. Sur les inondations, c'est en train de pas mal marcher. Là, on travaille avec le ministère du Développement durable pour organiser des espèces de dispositifs de sensibilisation aux inondations en région. Mais voilà, il faut imaginer tout un tas de trucs, il faut imaginer comment c'est financé, comment ça va se passer, qui va intervenir, est-ce que c'est la collectivité qui demande ou est-ce que c'est les artistes qui y vont, tout un tas de trucs. Donc on réfléchit à ces choses-là.
Et la dernière chose que je fais, et qui est en fait la principale des choses que je fais, c'est de mener ce qu'on pourrait appeler des études urbaines créatives. Je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose, mais parce qu'en fait, à chaque fois, c'est très différent. En gros, je suis invité par des aménageurs, qui soient publics ou privés, soit directement les collectivités locales, soit des aménageurs privés, pour accompagner artistiquement la mise en place de leur projet, que ce soit la rénovation d'un quartier, que ce soit un plan d'urbanisme, que ce soit des choses comme ça. Donc, vraiment de la prospective, on réfléchit à qu'est-ce que va être Bordeaux en 2030. Et donc pour réfléchir à ce que sera Bordeaux en 2030, on met en place des méthodes qui ont à mon avis beaucoup à voir avec la philosophie d'ailleurs. Soit des choses beaucoup plus concrètes sur des ZAC, par exemple des zones d'aménagement dans lesquelles on refait un quartier et on essaye d'accompagner cette refonte de quartier. Soit pour communiquer sur le projet, soit pour en accompagner la venue, soit pour plein d'autres objectifs nettement moins avouables. Voilà ce que je fais. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve qu'il faut absolument détendre notre vision du philosophe dans le milieu professionnel. Il n'y a pas des catégories comme ça toutes faites. Il n'y aura jamais d'offre d'emploi cherche philosophe. Et d'ailleurs, tant mieux. C'est à nous d'aller chercher ces boulots-là. Moi, mes camarades de promotion ont presque tous du travail. Ils travaillent dans des choses très différentes. Laura et Jean donc, ont monté une entreprise en conseil philosophique. J'ai des camarades qui sont journalistes. J'en ai un qui a monté une boîte de graphisme web. Vous pouvez ne pas en voir directement le rapport avec la philosophie. Moi je le vois, hein, il a fait des études de philosophie, et à la fin de ses études de philosophie, il a monté cette boîte. Il doit certainement utiliser la manière dont il s'est construit pour développer son projet. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres idées qui sont à prendre et qu'il faut aller développer. Je voudrais juste finir cette petite présentation en reprenant très rapidement le plan que j'avais pris dans mon rapport de stage pour vous expliquer, et on l'a dit très rapidement au début, qu'est-ce qu'on apprend en philosophie. En philosophie, on apprend, à mon avis, je pourrais dire 3 choses fondamentales. La première, c'est on pourrait dire penser juste, c'est-à-dire penser correctement. C'est-à-dire ce qu'on apprend là, c'est la logique. C'est-à-dire que le monde est fait de plein de gens qui réfléchissent et qui mènent des trucs, mais dans une irrationalité la plus complète, avec des concepts sans dessus-dessous. Nous, on a cette capacité, et je vous jure qu'elle est rare, à comprendre ce que c'est qu'un concept, à comprendre, à différencier une hypothèse d'une opinion, d'une idée reçue, ce genre de choses. Et ça a une vraie potentialité, je crois, dans tous les concepts, dans tous les contextes professionnels possibles et imaginables. Moi, c'est très très souvent soulevé dans mon travail. Hein. On est en réunion, les gens ne savent pas qui je suis. On finit la réunion et tu es intervenu 2 ou 3 fois pour synthétiser un truc, pour faire un truc. Puis à la fin, on te dit mais toi, tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Tu vois, il y a cette espèce de truc. Et je pense que vous utilisez beaucoup cette force-là de la philosophie. Je pense qu'il y a une deuxième force de la philosophie qui est d'être capable de prendre du recul, pour le dire d'une manière très triviale. C'est peut-être ce qui est la problématisation dans la dissertation, c'est-à-dire d'être capable de montrer des enjeux d'un problème, de faire un pas de recul, de le globaliser aussi, d'être capable de voir les autres gens, d'être capable de faire discuter des scientifiques avec des entrepreneurs, avec des communicants, avec des gestionnaires. Voilà, il y a ce truc un peu de DJ de la philosophie, hein, qui est une très vieille tradition philosophique, hein, le méta-savoir. Vous avez ça chez Aristote dans les secondes analytiques. On a Thomas d'Aquin qui concevait la philosophie comme ça aussi. C'est vraiment la très vieille tradition. Moi, je trouve que ça pourrait tout autant fonctionner aujourd'hui. Il y a vraiment ce rôle d'ensemblier du philosophe qui a pensé. Hein. Il arrive après le banquet du savoir, hein, je crois qu'il y a cette phrase. C'est Kant, ça, non ? Je ne sais plus où c'est. J'avais piqué cette phrase, elle est sympa. Il y a le banquet du savoir, il y a tout le monde qui réfléchit, et puis lui, il arrive à la fin pour organiser un peu ce truc-là. Et la dernière des choses que je trouve passionnante et qui est, à mon avis, une des grandes qualités des philosophes, c'est la capacité à épaissir le temps des projets, c'est-à-dire et ça, c'est principalement ce qu'on apprend à faire dans le master éthique et développement durable. C'est ce qu'on pourrait appeler la capacité éthique du philosophe, c'est-à-dire la capacité à viser loin.
c'est-à-dire à sortir du toujours maintenant. Le monde que moi je côtoie professionnellement, qu'il soit celui des politiques publiques ou celui des aménageurs, il est complètement empêtré dans le présent. C'est un monde qui fonctionne incessamment sur du quotidien, sur de l'aujourd'hui, et qui a beaucoup de mal à se projeter. Et ça, on a beaucoup à faire là-dedans. Je dirais même qu'on est responsable de ça. Et moi, je porte cette responsabilité-là en disant il faut apprendre aux gens à revoir pourquoi ils font ces choses-là, vers où ils vont, pourquoi on a mis en place ces différents projets. Et ça, on est capable non seulement de les voir, de les formaliser, mais aussi de les tenir. C'est-à-dire de dire, voilà, on est en train de développer ça, mais pourquoi? Rappelez-vous la fin qu'on avait dit au début, tout ça, le processus de l'éthique. Voilà, ça c'est vraiment les trois choses que j'avais un petit peu identifiées là-dedans. Voilà, maintenant, bougez-vous. Non, monsieur. Bonjour. Alors, on est non, je vais être gentil. On est plusieurs du Master éthique et développement durable ici. Et je voudrais rebondir sur ta dernière idée de l'éthique, justement. Et il me semble en effet qu'il y a un lien par rapport à l'enjeu fort aujourd'hui autour du monde à construire et du développement durable. Et il y a un lien, il me semble important en ce moment, plus fort que peut-être avant, je ne sais pas, entre la philosophie et ce monde-là à construire et le développement durable. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Si tu es d'accord, pas d'accord, et voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où je le nuancerais un peu, c'est que je le globaliserais. C'est-à-dire que je pense que c'est pas le cas que du développement durable. C'est-à-dire que le développement durable est un des symptômes de ça, en fait. Et que le master éthique et développement durable parle de développement durable est une très bonne chose. Mais moi, ça m'a ouvert les écoutilles sur beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une crise structurelle de beaucoup de modèles professionnels, bien au-delà de celui du développement. Les politiques publiques sont dans un état de délabrement parfois effrayant. Les universitaires connaissent bien ça, et ça n'existe pas du tout que dans les politiques universitaires. Il y a vraiment des modèles de fonctionnement qui sont en train de se déliter. Et là-dedans, il y a énorme, le rôle pour réaiguillonner, redire où est-ce qu'on va aller, pour remettre du sens dans les choses, tout ça, il existe aussi là-dedans, quoi. Alors il est très présent, il me semble, dans le développement durable. Le développement durable est vraiment un symptôme de cette chose-là. C'est-à-dire, merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais vers où on va aller, et puis voilà, prenons en compte le temps, ce genre de choses, quoi. On voit bien que le problème du développement durable, c'est ce truc que le GIEC nous dit depuis fort longtemps. On peut même retourner avant le GIEC, qu'on va dans un mur écologique absolument incroyable, et on continue à faire absolument comme avant. C'est-à-dire qu'il y a une machine à un pouvoir à avancer qui fait qu'on peut dire tout ce qu'on veut dans les colloques et faire tous les rapports qu'on veut avec autant d'autorité qu'on veut, ça changera absolument rien tant que dans les manières de faire, on réinjecte pas à tous les niveaux et au plus infra. Je veux dire, c'est cette visée lointaine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le GIEC qui fait de la visée, ça on sait à peu près faire, on sait dire bah voilà, dans 30 ans on va se prendre un mur, et il y a les gens qui fonctionnent aujourd'hui, et le pont entre les deux, il a énormément de mal à se faire, en fait, et c'est ça qu'il faut faire. Alors dans le développement durable évidemment, mais aussi dans plein d'autres, je crois, domaines. Le domaine de l'aménagement par exemple en est un, au sens je veux dire, complet, quoi. Ça vaut pour la culture, pour l'enseignement, pour plein d'autres domaines, je crois. Tu pourrais pas nous rejoindre, Pascal? Non, parce que vous parlez en anglais sur votre site. Et en plus, on parle très mal en vrai. Research. On reparle alors. Research. Pas de questions? Non? Merci pour cette intervention, en tout cas, Pascal Ferren. Je vous propose de finir par le dernier témoignage d'Élodie Lemoine sur le thème culture et santé. J'ai suivi un parcours assez classique de philosophie avec la licence de philosophie générale, un master 1 également de philosophie générale, et ensuite je me suis orientée vers le master 2 culture et santé. En fait, tout simplement parce que j'ai découvert l'intérêt que ça pouvait avoir de penser le monde de la santé avec un cours que j'ai eu en licence sur la question de la bioéthique. Donc,
déjà en Master 1, j'avais commencé à initier cette réflexion sur le monde de la santé en faisant un mémoire sur la question de la maladie d'Alzheimer, qui est une question dans le domaine de l'éthique médicale qui pose assez problème et pour laquelle la philosophie a quelque chose à dire d'intéressant, je pense. Et donc par la suite, j'ai décidé, vu que le domaine de la santé m'intéressait quand même considérablement, de m'orienter vers le cursus Master Culture et Santé, qui est un master, je pense que vous connaissez, qui réunit finalement pas simplement des étudiants de philosophie qui s'intéressent au monde de la santé, mais des professionnels également qui veulent se tourner, eux, vers le regard philosophique et développer un petit peu cette réflexion qu'ils n'ont pas forcément dans leur métier, qu'ils n'ont pas forcément eu dans leur cursus universitaire et scolaire. Donc déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est que la formation en tant que telle est assez riche parce que ça permet d'échanger beaucoup entre les professionnels et les étudiants. Les professionnels amenant un point de vue pratique sur les questions de santé et les étudiants amenant un point de vue assez théorique et réflexif sur les questions qui sont similaires finalement. Donc pendant ce master-là, simplement pour vous faire un petit peu la façon dont ça s'est passé, mes professeurs m'ont conseillé tout simplement de faire des stages, d'accord ? Parce qu'à partir du moment où on s'exprime sur un domaine de la pratique, il faut quand même aller voir un petit peu comment ça se passe pour avoir une certaine légitimité. Dans la mesure où moi j'avais décidé à ce moment-là de travailler sur les questions de fin de vie, en master de culture et santé, je suis allée faire un tout petit stage d'une semaine à Besançon dans le service de soins palliatifs avec le professeur Régis Aubry. Donc c'est assez délicat comme démarche parce que déjà on arrive dans un secteur où on n'est pas forcément accepté parce qu'une philosophe dans un service de soins c'est pas évident. Mais ça a permis en tout cas d'être dans la pratique, de voir un petit peu les enjeux qui pouvaient se nouer et d'échanger avec les professionnels. Et par la suite, le deuxième stage que j'ai fait durant le Master Culture et Santé, cette fois plus considérable, qui était un stage de 6 mois, c'était dans une structure que vous pouvez aller voir un petit peu, et même si ça vous intéresse, ces questions de santé auprès de laquelle vous pouvez postuler pour un stage ou même pour un emploi, qui est une structure qui s'intéresse à l'éthique clinique et qui est située à Paris, qui s'appelle le Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Et donc c'est un stage au cours duquel, donc je suis restée 6 mois, c'est pas mal de temps quand même, au cours duquel j'ai eu l'occasion de me confronter à des situations réelles. C'est-à-dire que le but de cette structure est de fonctionner sur la façon de la consultation. C'est-à-dire que des personnes qui sont en situation de difficulté dans le domaine du soin, que ce soit le patient, que ce soit les proches, que ce soit les soignants, peuvent faire appel à cette structure-là. Et donc, les personnes qui y travaillent, les médecins, s'arment de philosophes et de juristes pour aller amener un point de vue un petit peu plus global sur la situation. Donc, c'est la seule structure en France où un philosophe sera accepté dans la pratique en tant que tel. Donc c'est intéressant, c'est très enrichissant, c'est pas toujours évident parce que voilà, une fois encore, il n'y a pas forcément la légitimité du soignant et du médecin, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives assez considérables. Si je vous en parle aussi un petit peu plus longuement, c'est qu'il y a une possibilité après pour moi de rester en tant que chargée de mission, mais que je n'ai pas saisie parce que voilà, je voulais revenir sur Lyon. Mais en tout cas, si la santé vous intéresse, n'hésitez pas. Déjà, allez voir le site internet, c'est assez bien expliqué. Et n'hésitez pas à les solliciter parce qu'il y a des possibilités de stage et des possibilités professionnelles. Donc ça, c'est une première chose. Donc à la fin de ce stage, en août 2012, je crois, j'ai eu la possibilité donc d'intégrer l'espace éthique Rhône-Alpes, qui est une structure dans laquelle je travaille aujourd'hui donc depuis 2 ans. Donc j'y travaille, j'ai commencé la première année à 40%, donc 2 jours par semaine, et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'y travaille à 60%. Parallèlement à mon doctorat de philosophie que j'ai commencé après le Master Culture et Santé. Donc pour le doctorat de philosophie, très brièvement, parce que ce n'est pas tellement le but aujourd'hui, j'ai poursuivi le thème de la fin de vie, donc j'y travaille depuis 2 ans, j'entame ma 3e année. Et donc parallèlement, je travaille dans la structure qu'est l'espace éthique Rhône-Alpes. Donc je vous propose de présenter brièvement mes activités au sein de cette structure. Pareillement, sans faire de la promotion, vous pouvez, si ça vous intéresse, nous solliciter, venir nous voir, parce que c'est une structure qui est ouverte au public, qui peut vous proposer des références, des conseils sur des choses diverses et variées. Donc alors, l'espace éthique Rhône-Alpes, très brièvement, c'est une structure régionale qui est située à Lyon, dans la fac de médecine l'ANEC, et qui travaille entre 3 villes, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. Et donc le but de cette structure, c'est de proposer une activité dans différents champs. Le champ de la formation, le champ de la documentation et le champ des conférences, débats publics, réflexions un petit peu collectives.
Donc dans ces différentes missions, moi mon rôle en tant que chargée de mission, puisque c'est l'intitulé de mon poste, chargée de mission philosophe, d'accord, parce qu'il peut y avoir d'autres chargés de mission, juristes ou sociologues, médecins même, c'est possible. Mon rôle est différent selon les missions. Donc par exemple pour la mission documentation, je vais avoir une grande activité d'écriture d'articles notamment. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet, on va avoir un nouveau site qui sera un peu plus abordable en termes de pratique. On a pu écrire avec Laura, notamment, on travaille beaucoup ensemble sur les thèmes comme le don de gamètes, la maladie d'Alzheimer, le thème de la vulnérabilité, le thème de la gestation pour autrui, le thème de la fin de vie, enfin tous les thèmes de l'éthique médicale qui peuvent vous être familiers parce que ce sont des questions quand même de société, donc qui sont assez connues. Donc l'activité de documentation se traduit pour ma part, pour mon activité, par cette écriture d'articles, mais également par la rédaction de brochures ou de plaquettes sur des thématiques diverses et variées, ou par la rédaction d'actes de colloques. Par exemple, voilà, toutes les années, on fait des conférences, et le but, c'est d'en produire un document de synthèse qui soit accessible pour tous, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être à la conférence, pour que ce soit finalement des ressources documentaires. D'accord ? Donc là, l'espace éthique est un lieu où vous avez des ressources documentaires. Alors, si ce n'est en termes d'ouvrages en tant que tel, parce qu'on n'en a pas beaucoup, au moins en termes de référence. Ça, c'est des choses qu'on peut vous amener dans le domaine de la santé, si ça vous intéresse. Pour la question des débats publics, des conférences, ce qui peut avoir attrait à la recherche, mon rôle également de ce point de vue-là, c'est donc d'organiser des conférences, des colloques, et également d'y participer. Le but, c'est quand même aussi d'avoir cette participation orale, très important et moi qui m'intéresse grandement. Par exemple, voilà, on fait à l'espace éthique Rhône-Alpes, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les automnales, toutes les années, donc à la période de l'automne, sur un thème différent à chaque fois. L'année dernière, c'était à Lyon, ça s'est passé sur 2 journées, et le thème était éthique aux extrêmes de la vie. Donc comme vous l'imaginez, c'était une journée sur le début de vie et une journée sur la fin de vie. Donc c'était assez riche, avec beaucoup d'intervenants pour produire un petit peu de matière sur ces questions-là. Cette année, c'était à Saint-Étienne, et c'était sur le thème de la vulnérabilité, par exemple. Voilà. Sinon, il y a eu des conférences pour vous dire un petit peu les thèmes qu'on peut aborder sur la question du mensonge dans la relation de soins, ou sur le thème de la médicalisation et de la surmédicalisation. Donc je pense que voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, vous pressentez que ce sont des thèmes quand même qui peuvent être abordés d'un point de vue philosophique, parce que très conceptuel. D'accord ? Le rôle du philosophe est d'apporter véritablement cette vision, comme vous le disiez Pascal et Laura, cette vision du concept. Là où le praticien va vous apporter une vision très pratique, d'exemple, etc., le philosophe va avoir une vue un petit peu, entre guillemets, surplombante, pour aborder de la matière sur qu'est-ce que le mensonge, finalement, qu'est-ce qu'on entend quand on dit mensonge, qu'est-ce qu'on entend quand on dit dignité, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, philosophiquement. Donc voilà par rapport à ces questions de débat public, donc tout un tas d'exemples, je ne vais pas vous les faire un à un. Pour la question des échanges aussi, ce qu'on fait à l'espace éthique, c'est d'organiser des groupes de réflexion thématiques, c'est-à-dire qu'on va choisir plusieurs thèmes, par exemple le thème de la procréation médicalement assistée, qui est un groupe qui en ce moment a lieu à l'espace éthique, où on a quelques professionnels ensemble, donc des professionnels de la santé, mais aussi des professionnels des sciences humaines, des philosophes, des sociologues, des juristes, avec toujours l'idée d'avoir un point de vue global sur une situation en particulier, avec l'idée sous-jacente que finalement, plus on est de discipline et de point de vue, plus on aura finalement une vision riche et potentiellement une solution éclairée, d'une certaine manière. Donc tout un tas de groupes, donc également si ça vous intéresse et si vous êtes éventuellement intéressé pour les rejoindre, parce que c'est possible, contactez-nous à l'espace éthique, il n'y a aucun problème. Par rapport à la mission de formation dans laquelle j'ai également un rôle, l'espace éthique est très présent pour les enseignements. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'à la base, voilà, mon projet professionnel, comme beaucoup d'étudiants en philosophie, c'était d'être dans l'enseignement. Donc finalement, je m'y retrouve, même si ce n'est pas par le CAPES ou la Greg. Donc des missions d'enseignement dans différentes structures, notamment dans les IFSI, donc les instituts de soins infirmiers. Donc, alors ça ne va pas être des cours de philosophie pure et dure, je ne leur fais pas des cours sur Kant. Cela dit, je leur fais des cours un petit peu de base sur ce que peut apporter la philosophie dans le monde de la santé, dans le monde du soin. Donc voilà, ça demande de peut-être vulgariser un petit peu, mais en tout cas, c'est quand même un bon exercice pour rendre cette vision-là de la philosophie accessible. Et ce n'est pas dénué d'intérêt, véritablement. Donc dans les IFSI, énormément de cours. Ça, c'est énorme, c'est une grosse mission, mais également en fac de médecine, en école de sage-femme, à l'IESTER, c'est l'institut notamment où il y a les orthophonistes, ce genre de choses. Tout ce qui a trait finalement au monde de la santé et qui demande à un moment donné de se questionner éthiquement. Voilà, c'est un rôle qu'on a par rapport à ça. Donc voilà pour les missions, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ?
tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter si la question de la santé vous intéresse d'une façon ou d'une autre. En général, toutes les années, il y a des étudiants en master de philosophie qui viennent parce qu'ils sont, ils sont intrigués déjà par la façon dont la philosophie peut avoir un rôle dans cette question de la santé, et sont intrigués aussi par le fait que les médecins nous accueillent, parce que véritablement, les médecins sont ouverts pour parler avec nous, ils sont plutôt contents. En général, ils sont en demande. Quand je dis les médecins, c'est médecins, soignants et professionnels de santé. Mais ils sont en demande et en général, il en ressort des choses quand même assez intéressantes. Donc voilà pour mon activité par rapport à l'espace éthique Rhône-Alpes. Et troisième et dernière chose que je ne développerai pas du tout parce que Laura l'a expliqué, je commence à être consultante pour Counseling Philosophie. Donc voilà, apporter un regard assez différent de l'espace éthique Rhône-Alpes, mais c'est une autre de mes activités. La dernière chose que je pourrais vous dire, c'est peut-être plus une précaution. Donc j'ai la thèse à côté. C'est peut-être une des difficultés à pointer aussi quand on veut travailler assez rapidement, donc déjà pour avoir de l'expérience en termes d'enseignement ou même de colloques, ce genre de choses. C'est bien, c'est une très bonne chose, ça enrichit et c'est quelque chose qui nous fait être actifs. Mais qu'on veut également aussi poursuivre une thèse, c'est pas forcément toujours évident, parce que la thèse est un travail à part entière qui demanderait qu'on s'y attarde tout le temps, enfin qu'on soit 5 jours sur 7 ou même 7 jours sur 7 dessus, c'est pas possible avec un métier, donc il faut vraiment trouver un bon équilibre. Il faut essayer d'allier la profession qu'on peut faire avec la thèse qu'on suit. Moi, personnellement, c'est ce que je fais travaillant dans l'éthique. J'essaye de développer des choses plus sur la fin de vie dans mon activité à l'espace éthique Rhône-Alpes pour essayer d'optimiser un petit peu le temps et de faire en sorte que cette thèse de philosophie puisse aboutir un jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi.